Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. On va commencer par s'excuser pour ces quelques mois d'absence liés à quelques péripéties de planning. Mais nous revoici, et dans cet épisode, nous allons chercher à en savoir plus sur la coécriture. Que ce soit pour leurs spectacles, des sketchs pour la télé ou internet, des séries, des courts et des longs métrages, cela fait plus de 10 ans que les invités de cet épisode écrivent au sein de collectifs, notamment au sein du bureau des auteurs de Canal+, dans lequel ils se sont rencontrés. Le premier invité s'est fait connaître du grand public en jouant Samy dans la série Parlement sur France Télévisions, dans laquelle il incarnait un jeune assistant du Parlement européen. Mais vous le connaissez aussi peut-être en tant que co-scénariste des séries Loulou, Tétard, Validé et plus récemment Mesquina la pauvre avec Melra Bedia. Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Lacaille. Notre deuxième invité s'est d'abord fait connaître avec le collectif Ebim et sa chaîne YouTube Sympa Cool. Il coécrit et réalise de nombreuses web-séries comme Marius, Johnny Hunter, Le Petit Lexique des séries, Confession d'Histoire ou encore Coco Voite diffusé sur Comédie+. Auteur du long métrage La règle du jeu, co-scénariste de nombreuses émissions et séries sur Canal+, comme La BA de François ou Stockshot, nous sommes heureux de recevoir Ambroise Carminati. Ensemble, ils ont beaucoup sévi sur YouTube ou à la télé, mais depuis quelques années, on peut aussi les retrouver sur scène dans leur spectacle Ambroise et Xavier, coécrit et mis en scène avec Thomas Solignac, Martin Darondeau et Navo. Un petit bijou d'inventivité et d'humour allant de l'absurde au malaise en passant par le burlesque, une expérience méta sur laquelle nous allons revenir. Du duo à la Writer's Room, nous allons parcourir leur expérience de scénariste et d'humoriste. Alors, comment écrit-on à plusieurs ? Quelle différence entre écrire à deux ou en plus grand nombre ? Comment fonctionne un bureau d'auteur comme celui de Canal+, Ou un atelier d'écriture pour une série TV ? Est-ce qu'il faut forcément un chef dans le groupe ? Peut-on rire de presque tout ? Et combien de temps peut-on faire durer la gêne pour que ça reste drôle ? C'est à toutes ces questions et à beaucoup d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cesno. Générique ! Bonjour à tous, merci Mike, merci Yannick. Alors, merci qu'est-ce qui Yannick, vous pousse ? bonjour. C'est quoi pour vous Le podcast. Un bon podcast. podcast. Et donc, pour commencer notre podcast, on a une question récurrente. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Je t'en prie, Ambroise. Alors, j'ai donc écouté d'autres émissions avant de venir et je vois que c'est une question qui est posée à chaque fois. Donc, je voulais pas arriver là en me disant j'aurais dû y réfléchir. Donc, j'ai beaucoup pensé à la question. Je vous préviens, j'ai une réponse assez longue, mais comme le podcast est monté, tu pourras me faire dire ce que tu veux. Donc, je sais pas pour toi, Xav, moi j'ai souvent entendu des choses, des citations, genre une bonne histoire, c'est un bon méchant. Une bonne histoire, c'est du conflit. Voilà, je trouve que c'est des trucs plus ou moins vrais, mais qui peuvent rendre étroit parfois l'approche d'une histoire. Donc, je me suis dit, ok, c'est quoi vraiment ma définition d'une bonne histoire ? Et j'ai noté des choses. Donc voilà, donc ces phrases, je pense que c'est des trucs, des slogans qui sont aussi vrais que restrictifs. Donc, il faut s'en méfier à mon avis. Je profite de ce podcast pour développer ma pensée. J'ai plusieurs réponses à la question de ce que c'est une bonne histoire. Ma première, c'est je sais pas. Genre, évidemment, je sais pas pourquoi j'aurais la réponse, mais je me suis dit que c'était pas le genre de réponse qui permettait de lancer une conversation. Ouais, c'est dommage. Donc, j'ai creusé la question et d'après mes observations, en tout cas au niveau du cinéma, pour faire une bonne histoire, il y a clairement, en fait, il y a une recette qui marche à chaque fois. Alors, c'est quoi la recette ? Il faut une personne riche, une personne pauvre, un paquebot et un iceberg. Et d'après mes études, ça fonctionne à chaque fois qu'on réunit ces 4 éléments. C'est vrai que, enfin moi pour l'instant j'ai en tête notamment une histoire comme ça et c'est vrai que ça a été un succès. Il y en a sans doute d'autres. Bah Vous sûrement. pourrez voir le jour sur cette recette. C'est pas bête de ouais t'as raison. Et en fait non, ce que je pense vraiment c'est qu'il y a pas de bonne histoire intrinsèquement. Je veux dire ça dépend forcément du contexte pour moi. C'est-à-dire que t'as la personne qui raconte l'histoire et la personne qui reçoit l'histoire et ça dépend que de ça. Tu peux aller voir un film dans un état tel que tu vas aimer le film que tu vas voir ou dans un état que plus tard, des années plus tard où tu vas pas aimer. Et il y a un exemple extraordinaire que j'ai vu sur Twitter hier. Ils ont retrouvé la plus ancienne blague bar joke. La blague un mec rentre dans un bar. Et ils l'ont retrouvé, c'est les Sumériens. Donc c'est genre, attends j'ai noté, c'est incroyable. C'est énorme. Je vais vous la lire. C'est genre 1700 avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé le texte, mais ils ont pas trouvé le contexte. Donc, ils savent que c'est drôle, mais on a perdu la raison de pourquoi c'est drôle. Ah, génial. Et alors, attends, je te la lis. Ils l'ont trouvé écrit ? Ils l'ont traduit d'un truc sumérien, ouais. D'accord. C'est un chien qui entre dans une taverne et qui dit « Je peux rien voir, je vais essayer d'ouvrir ça ou ça. »
Fin de la blague. Incroyable. Tu vois, donc tu dis, ça se trouve, c'était une bonne histoire à l'époque, et ça allait plus... Ou alors juste, ils ont mal traduit un mot et ça tombe à plat. Et ça change tout. Alors que sinon, ce serait brillant, mais même encore de nos jours. Bah, vraiment, le texte est écrit en assyrien, on sait le parler, on sait le traduire, et on sait que c'est une blague. Un chien rentre dans un bar et il voit rien. Il voit rien. Et il dit, I shall open this. Ok. Et après, il dit, or this. Et c'est fini. Waouh, ok. Ah, peut-être qu'il y avait une image et peut-être une illustration qui allait avec. Ou un contexte politique qui faisait que, genre, si ça se trouve, c'était un chien qui gouvernait à l'époque. Bah, vrai exercice, c'est tu dis dans quel contexte créer autour des chiens à l'époque. Ah, c'est un bon exercice d'auteur, ça, d'ailleurs. Tu comment rendre ça drôle, tu dis, j'aimerais bien faire cette scène à la fin. Donc, comment je fais pour l'amener là? C'est comme ça que fonctionne Vince Gilligan sur ce qu'il écrit, notamment sur Breaking Bad. Il arrive au début de la saison et il dit voilà où je veux arriver. C'est toujours beaucoup trop gros. Tous les auteurs sont genre mais Vince, we're not gonna be able to do this. Traduction, Vince, tu as le pantalon baissé, rhabille-toi. Oui, je crois. Oui, continue ton exemple. Il remet son pantalon et il dit bah c'est notre travail d'auteur, c'est trouver des solutions pour arriver à ça. Donc en fait, il a tout piqué au Sumérien. Laissez-nous en commentaire des explications qui feraient que cette blague du chien est drôle. Trop bien. Donc voilà, non mais juste pour finir, c'est un peu facile de dire voilà, ça dépend des histoires. Parfois t'as une histoire, tu crois qu'elle est à la fois géniale et à la fois nulle. Je trouve que le film Mommy est un bon exemple de Xavier Dolan. En le voyant, je me disais mais il se fout de moi et en même temps il me touche énormément. Donc c'est voilà, on peut pas trop répondre à mon avis. C'est intéressant Mommy. Ouais, Mommy, c'est vrai. Bah j'ai la même sensation. Ressenti, toi, exactement. Et parfois j'y pense, je me dis mais c'est grotesque et parfois je dis tout à fait. Quel courage d'avoir fait ça. Bien sûr. Il m'a attrapé quand même. Et bon, je vais donner ma vraie réponse maintenant et je vous promets que c'est la fin de ma réponse. Moi, j'espère vraiment que ta réponse dure 1h30 et qu'on arrête le podcast. Pardon, non, mais en plus, je suis vraiment en mode, parce que nous, on a des gens qui m'écoutent. On a que 4 pages de questions. Ouais. Vas-y. Non, mais j'ai préparé celle-là, surtout. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, en ce moment, ma tendance pour juger alors, mes histoires sont bonnes, je parlais de mon point de vue, voilà. Quand j'écris des histoires, mon critère à moi, et en fait, il est presque moral. C'est-à-dire que pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui montre l'exemple. Je crois tellement au pouvoir de la fiction, à son influence sur les gens. Pour moi, montrer par exemple un personnage positif dans un film qui allume une clope, c'est presque criminel, puisque ça va faire fumer des gens, que je ne veux plus filmer des gens qui fument. Ça fait des années que je filme plus de clopes à l'image et je veux plus jamais le faire de ma vie. Et de même, je veux pas filmer des gens qui sont heureux de prendre l'avion pour passer un week-end sympa à Porto. Je veux pas filmer des couples qui se disputent par jalousie. Je veux pas filmer des 4x4 qui roulent avec une musique entraînante. En fait, je veux pas filmer ces comportements qui risquent d'être reproduits si le film n'adresse pas ces comportements. Précisément en disant, en les traitant. Si c'est juste utilisé comme un outil illustratif, voilà. Donc si jamais je mets un film, je raconte l'histoire d'un couple qui s'engueule par jalousie, je voudrais que le film parle uniquement du fait que la jalousie c'est un sentiment négatif. Donc pour finir, je dirais que pour moi une bonne histoire, c'est une histoire qui a conscience d'elle-même, de ce qu'elle raconte, et qui assume sa responsabilité. Ce que je rejoins, c'est la sincérité. C'est-à-dire que toi, t'as un point de vue sincère avec ça et tu ne cherches pas à faire plaisir au spectateur. T'as pas une complaisance ni avec le spectateur, ni avec d'ailleurs la personne qui te donnerait l'argent pour faire l'histoire. Tu as un point de vue et tu veux respecter, tu es sincère avec ce que tu penses de la société. Ce serait l'opposé du fan service. Je vais mettre ça parce que je sais que les spectateurs ils vont kiffer ça. Exactement. Tu veux suivre ton point de vue. Donc quelque part, toi, quand t'écris une histoire, c'est un acte presque politique, quoi. Alors, toute histoire est politique. Tout bon film l'est, mais t'as plein de films qui sont... Les Petits Mouchoirs, c'est politique. Il le sait pas, mais c'est super politique comme film. Enfin, ça parle d'une classe sociale, ça parle de rapport entre les gens, de pouvoir aussi. Enfin. Non, moi je suis d'accord que une bonne histoire, elle est forcément politique. Mais je pense qu'il y a des histoires qui ne sont qu'uniquement divertissantes et qui sont donc des mauvaises histoires. Je pense qu'il y a des histoires qui sont exclusivement divertissantes et qui n'ont pas de portée derrière et qui sont du coup des films pas sincères, des films pas rigoureux, des films qu'on fait pour les mauvaises raisons. Et du coup, ils ne sont presque pas des films s'ils sont pas politiques. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, effectivement, une bonne histoire, elle a une dimension politique. Mais ce serait ta définition. Ce serait pas forcément ma définition. Non, moi, je suis d'accord avec ta vision de l'écriture, pas forcément d'accord avec tes points de vue sur la jalousie. Enfin, je suis d'accord avec la forme, mais pas forcément le fond. Mais justement, c'est ce qui fait que chacun raconte son histoire. Là où je te rejoins, c'est sur la sincérité. Je vulgarise un peu le truc, mais j'ai du mal avec une histoire qui est pas sincère au sens où elle ne me raconte pas autre chose qu'une intrigue. Et c'est là que tu rentre un tout petit peu dans la base pour moi, c'est t'as une intrigue et une histoire sous-jacente. Et c'est ce que j'appelle la métaphore, enfin c'est ce qu'on appelle la métaphore. C'est toi qui as inventé le mot métaphore. C'est ce que tu appelles la métaphore. C'était il y a 3000 ans. Ok, d'accord. Et un tout petit peu après les Sumériens, donc j'étais avec Aristote et on a donc la métaphora, inventé ça lui et moi. Ok. Et ça veut dire en grec d'ailleurs transport. Et c'est vrai en plus. C'est vrai. En fait, une métaphore, c'est pas une comparaison, c'est donc une forme de transport d'une signification à une idée bien plus sentimentalisée et
très poétisé même. Et t'as des films qui ont des métaphores très très puissantes. Titanic par exemple, c'est une métaphore évidemment de la lutte des classes. C'est pas que sous-jacent, même c'est le film qui rentre première classe, troisième classe, quoi. Ouais. Que ceux qui sont sauvés, ceux qui sont pas sauvés. Exactement. Les désastres que ça cause. Et cette histoire, il aurait pu la raconter d'une manière plus frontale. Donc, ça aurait pu être sur le port, et ça aurait pu être dans un appartement, et ça aurait été beaucoup moins généreux et moins divertissant de fait. Donc, une métaphore forte, très sincère. Donc, c'est ce qu'on appelle quand on écrit une note d'intention presque. C'est qu'est-ce que tu racontes que je vais pas voir dans ton intrigue. Et moi, j'ai un film que j'adore qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est écrit par Charlie Kaufman. Et il se dit, je vais parler de rupture amoureuse, du deuil même du sentiment amoureux. Et au lieu de le faire de manière un peu frontale comme un drame social, et t'as des drames sociaux qui sont très beaux, parce que le drame social peut être en soi un genre et une métaphore, mais il se dit je vais créer un monde dans lequel on a une entreprise qui propose d'oublier les souvenirs. Et c'est à quel point est-ce que l'esprit est plus fort que la machine. Ça, c'est une vraie métaphore. Je me dis en fait notre esprit il est plus fort qu'une machine, ou bien tu peux l'analyser comme tu veux, ou alors c'est à quel point je choisis l'intensité amoureuse à la sagesse, parce qu'en fait et d'ailleurs c'est un point de vue qui est marrant, parce que quand tu regardes Eternal Sunshine tu te dis en fait il devrait peut-être pas se remettre à la fin vu que ça a déjà échoué. Mais le point de vue de l'auteur c'est que moi je préfère vivre des choses qu'une sagesse et que de faire un bon choix. Et ça c'est un point de vue unique. Il y a un auteur qui a un vrai point de vue, donc comme ce que disait Ambroise, il dit moi je crois, et quand t'écoutes Charlie Kaufman tu comprends qu'il a plutôt ce point de vue là lui, et une métaphore très forte, et c'est une course poursuite Eternal Sunshine. C'est une course après l'oubli, et c'est hyper divertissant. C'est presque un thriller en fait. Et donc voilà pour moi ce qui est une bonne histoire. Très bien. On va parler de votre spectacle. Donc vous avez un spectacle qui est nommé Ambroise et Xavier. C'est un spectacle protéiforme. On va essayer d'en dire le moins possible pour pas le déflorer auprès des spectateurs. Mais il y a beaucoup de surprises et on va en parler après. On va d'abord commencer par faire un flashback. Vous vous êtes rencontrés au bureau des auteurs. Pour les gens qui voient pas ce que c'est une structure qui était pilotée par Ariel Saraco, qui a été pendant 17 ans la responsable de la création originale chez Canal+, et puis par Bertrand Delair, qui est un producteur et pas mal d'autres choses à qui on doit le SAV. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce bureau, comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre vous? Super expérience. C'est un bureau où on réunissait entre 5, 6, 7 auteurs parfois à la fois, et on devait écrire des blagues pour le flux en fait. Principalement, c'est notre première mission. Des émissions du soir même, on devait écrire des blagues autour de l'actualité, préparer des chroniques liées à un film qui sort, un événement politique. Ça veut dire toutes émissions confondues? Ouais, nous on bossait beaucoup avec l'émission de Jordi et Martin, qui s'appelait Canal Bis, mais on avait aussi le droit et la possibilité de proposer de temps en temps des idées originales sur des mini-formats courts, des magnétos, des choses comme ça. Donc on s'est beaucoup amusé, et puis on a surtout, je pense, appris à écrire à plusieurs. Tu te retrouves le matin et t'as pas le droit de ne pas avoir de résultats vu que t'as une émission le soir. Donc déjà ça t'apprend à faire quoi qu'il arrive, alors que l'écriture c'est parfois une procrastination, et parfois elle est bonne d'ailleurs celle-ci, en tout cas la réflexion elle peut, mais là il y a pas de je le remets à demain quoi. T'as une émission, faut faire le mieux que tu peux rater, ça t'apprend vachement à échouer et à te dire là c'était pas très drôle aujourd'hui, il faut que je fasse mieux demain. Et comme tu dis, apprendre à travailler en groupe. Donc ça t'apprend à échouer, et ça t'apprend aussi à être assez humble, parce que quand une blague fait rire personne ou une idée fait pas l'unanimité, tu peux t'accrocher si tu crois vraiment, mais en fait assez vite tu te dis allez hop je trouve mieux, et on trouve mieux tous ensemble. Et donc ça pour l'écriture collective, plus généralement sur de la fiction lourde, ça t'aide vachement. Avec Ambroise on écrit une série, et c'est vrai que c'est un mécanisme et un muscle qu'on a eu pendant 2 ans chez Canal+, et ça c'est extrêmement utile, et tu l'appliques partout quoi, dans tout type d'écriture. Et pourquoi vous deux? Qu'est-ce qui a fait qu'en sortant de là, vous aviez formé un duo? On avait pas spécialement de duo au bureau des auteurs. Au contraire, c'est un travail d'équipe avec des gens vraiment géniaux avec qui on travaille toujours en écriture, des auteurs, des autrices. Mais on était les deux à avoir une casquette d'acteur aussi. Et donc, dans cet environnement où on écrit des blagues, où on partage des références de spectacles, de choses, on s'est motivé, Xavier et moi, après avoir vu un spectacle de VDB et Madénian sur scène, on s'est lancé le défi de faire des blagues sur scène pour l'avoir fait une fois dans notre vie, quoi. Paris est une ville géniale parce que t'as plein de salles où tu peux tester des 5 minutes, donc ça part d'un défi. Je pense qu'on se retrouve avec Xavier sur le côté YOLO, et donc on s'est juste chauffé à faire des scènes ouvertes. T'as dit YOLO, hein. Il a dit YOLO, c'est gentil. Ouais, ouais, YOLO, ouais, mais j'ai comment dire, c'est la dernière fois, Yann Conan l'a dit une 30aine de fois aussi. C'est vrai. Dans le podcast, ouais. Tu l'écouteras, ouais. Ok. Ouais. You only live once. Ouais. Parfois, il le répétait plusieurs fois. YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. C'était un peu gênant, ouais. Et donc, on a essayé, et puis en fait, c'est compliqué parce que là, on remonte le temps et tout paraît s'aligner de façon évidente, mais en fait, c'est jour après jour, tu te dis, bon, est-ce qu'on le refait la semaine prochaine? Bien sûr. Et puis, on a reçu des marques de confiance, ça nous a amusés, on s'est rendu compte qu'on avait des choses à dire en carte blanche sur scène, puis surtout, on s'est bien entendu, quoi.
Est-ce Ouais. que toi, à l'époque, tu faisais déjà partie du collectif EBIM? Ouais, tout à fait. Et bim, ça a 10 ans. Ouais. T'as quand même toujours travaillé en groupe? Oui, j'avais commencé à écrire des cocovoites notamment, on était 4. C'est un short-com pour la chaîne Comédie Plus, c'est des sketchs de 2 minutes, que des situations dans un covoiturage, avec un plan unique de face. Donc c'est juste un exercice où il y a plein de personnages différents dans une voiture, on écrivait, on jouait les personnages. Et j'ai commencé juste avant le bureau des auteurs, donc le fait d'être chez Canal aussi m'a donné confiance, en fait, la capacité à écrire à plusieurs, à organiser de mon côté ma cellule d'auteur sur cocovoite. Voilà. Est-ce que c'est différent d'écrire à plusieurs et d'écrire à deux? Ah ouais. Ouais. Écrire à 2, c'est con, mais c'est à 3, il y a 2-1. À 2, il y a 1-1. Mm. Et donc, c'est très différent. Faut trouver le bon binôme, en fait. Avec Ambroise, ce qui est super, c'est qu'on est très complémentaires et on est à la fois très différents. Et en même temps, on a des endroits où on se retrouve vachement. De quelle manière vous êtes complémentaires et différents selon toi? C'est difficile parce qu'en fait, c'est subtil. La complémentarité, Et tu vas pas comprendre. Et tu peux, parce qu'en fait, ce serait dans une langue que je peux pas vraiment traduire, que je le dirais. Comme du sumérien. C'est une sorte de Comment sumérien. employer des mots Ouais. que vous allez comprendre. C'est dur, c'est dur. Imagine 2 bonbons, un rouge et un jaune. Si tu les mélanges, ça fait du orange. Attends, tu déjà, vois ce que je veux t'es allé loin. Ouais, C'est les une couleurs, couleur c'est primaire, chaud. c'est compliqué. Non, mais disons que c'est ce qu'on met un peu en abîme dans le spectacle avec nos 2 clowns différents, c'est que c'est le rapport à l'écriture qui diffère et en même temps qui est le même. C'est ça qui est étrange, c'est que moi je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus sentimentalisé et Ambroise va aller vers quelque chose à l'inverse de faussement mécanique. Et en fait, on se rejoint parce qu'à la fin, on a le même point de vue. Ouais. Donc c'est un peu étrange. Je dirais que moi, je suis le garant qu'on raconte pas n'importe quoi. Oui. Et Xavier, c'est le garant qu'on raconte quelque chose. Ouais, c'est bien dit, c'est hyper bien dit. C'est très belle. C'est hyper bien dit ça. Tu es le garant qu'on raconte pas n'importe quoi et moi c'est super intéressant. Et C'est bien. on va pas spoiler le spectacle encore une fois, mais comme vous l'avez posté sur votre chaîne Sympa Cool, il y a un moment où on voit la Ambroise et Xavier Compagnie. Mhm. Et dans la Ambroise et Xavier Compagnie, il y a vous et puis un certain nombre d'avatars qui vous ressemblent, des sortes de mignons. Et on vous voit tester des blagues. Et en l'occurrence, il y a tout un truc sur le jus de tomate et tout ça. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous testez les blagues l'un à l'autre pour voir si ça fait rire? Est-ce que vous les testez avec d'autres gens que vous deux au risque que ça ne fasse rire que vous? Comment vous mettez ça en place? Bah déjà, on a une équipe avec qui on travaille. On a des co-auteurs et des metteurs en scène, Martin Darondeau, Thomas Solignac et Navo. Mais on aime bien avec Ambroise travailler en amont. D'ailleurs, parfois, on travaille en groupe et on se dit attends, il faut qu'on se ressente. Oui, ça rejoint la question de tout à l'heure. Ouais. Bosser à 2, ça permet de, justement, quand on bosse à plus que 2 trop longtemps, on a besoin de se voir pour se dire, attends, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Quelle est la direction à laquelle on est parti à 4 ou 5 qui n'est pas bonne, à notre avis? Et puis, en vrai, même bosser seul. Oui. T'as toutes les phases. Et puis, parfois, avec Xavier, on se dit, OK, faut qu'on aille chacun de notre côté, qu'on réfléchisse à ça. Et on vient pour garder toujours, quelque part, la pureté de nos envies, et pas faire un espèce de mélange, de bouillie, en gros, de plein d'idées. De compromis. C'est ça. Le sketch auquel tu fais allusion sur le jus de tomate, c'est un truc dans l'univers du stand-up. Et nous, on fait pas tellement de stand-up. Le stand-up, c'est vraiment le genre où tu testes des blagues. Parce que une intonation, un mot en plus, une respiration mal placée peut tout changer. Or, nous, sur scène, on fait pas tellement de stand-up. On parodie du stand-up, mais on fait plutôt de la fiction. Mais bon, moi, je dirais que c'est un des trucs qui nous manque beaucoup dans notre façon de bosser, c'est d'avoir un espace de test, justement, un peu plus. Tu vois, là, on écrit la série et on se dit, ça serait bien de parfois, sur les heures d'écriture, prendre juste allumer une caméra et improviser des situations avec nos personnages, parce qu'on joue dedans aussi. Et je trouve qu'en tant qu'auteur, on peut manquer de concret, en fait. Passer 9 mois dans une pièce à écrire, en fait, à un moment, il y a le monde réel et puis il y a le concret, les essais peuvent permettre de dire mais pourquoi on se prend la tête avec les motivations de ce personnage? S'il prend l'accent belge, c'est bon quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parfois c'est des détails et on entend souvent ces histoires sur les films, genre à la base il y avait tout un truc d'écrit, en fait l'acteur est venu, il a fait ça, on dit bon c'est bon, en fait il y a pas besoin des 30 pages qu'on a mises avant. En même temps peut-être que si du coup. Et c'est bien de les casser, mais tu les as eu quoi, comme le montage quoi. Oui. Alors là, on vient de en parler. Dans votre spectacle, ça commence par du stand-up. En tout cas, on a l'impression. Et puis d'un seul coup, ça dévie vers différentes formes de sketch. Il y a une dimension dans votre duo qui est très présente dans le spectacle. C'est la notion de dominant-dominé. Avec des retournements de situation. On n'en dira pas plus. Est-ce que c'est un sujet qui vous meut de manière consciente? Est-ce que vous y pensez à ça? Y compris dans votre duo? Bah, nos clowns naturels, donc c'est-à-dire nos personnalités de jeu, potentiellement, se situent naturellement à ces endroits-là. Moi, j'ai plutôt une tendance à être une victime dans le jeu, c'est-à-dire que vraiment c'est en fait, et d'ailleurs c'est un atout de comprendre ce que tu renvoies. Ton emploi, tu veux dire? Ton emploi, exactement. Là où Ambroise, son clown naturel, est plus extraverti, plus expressif, plus charismatique, autoritaire. Non mais en fait, et c'est en ça qu'on est complémentaires aussi. Et à la fin, en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe, tu vois. Mais c'est un emploi. Et d'ailleurs, l'emploi, quand tu le fuis,
Ça arrive, tu vois, t'as des acteurs, des actrices qui fuient un emploi. Ça arrive souvent d'ailleurs quand tu réussis. Quand t'as réussi en tant que jeune premier, etc. Ou bien l'inverse. Ouais. Et ou alors même avec quelque chose d'un peu maladroit, peut-être un peu laid. Et que tu te dis, bah en fait, vas-y, je vais faire de la muscu, moi j'ai envie d'être beau, en fait, comme tout le monde. Et le truc marche moins, parce que tu fuis ton emploi et tu fuis une forme de sincérité, quoi. Et c'est quand t'en as conscience, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le persona, quand t'en as conscience, mais tout est décuplé, quoi. En tant qu'acteur et en tant qu'auteur aussi, d'ailleurs. Et dominant-dominé, c'est aussi un trope, ou un trope, je sais pas comment on prononce. Et comme on s'amuse à parler du cliché du stand-up ou des duos, voilà, on est obligé de traiter ça, parce que c'est le premier truc d'un duo, c'est qui est dominant, qui est dominé. Mais d'ailleurs, le spectacle finalement traite cette question et à la fin résout un peu la question en disant que ça n'a pas lieu d'être quelque part. Mais c'est plus une porte d'entrée évidente pour tout le monde, dominant, dominé dans le spectacle. Vous avez parlé du moment où vous aviez commencé à faire des scènes pour faire des choses à deux. Est-ce que vous avez commencé par faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que vous avez commencé par faire de la scène? Qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Ambroise, lui, ça fait longtemps que tu faisais ça déjà. Toi aussi, t'as fait des trucs sur Internet. Ouais. Ça, c'est le truc qu'il faut qu'on aille chercher. Ça, c'est les trucs que tu pourras pas trouver. A priori, tu pourras pas le trouver. Non, t'as fait des trucs qui se sont retrouvés sur Internet, mais effectivement, moi, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Sympa Cool, mais on a des parcours assez différents. Non, toi, t'as fait vachement plus de théâtre. T'as fait du théâtre, t'as fait des films. Ouais. Mais j'ai pas fait de YouTube, par exemple. C'est un truc que j'aurais aimé faire, mais je l'ai pas fait parce que Ambroise est beaucoup plus technique. Ambroise, c'est un très bon monteur, par exemple. Moi, je suis une énorme quiche en montage. C'est une frustration que j'aimerais apprendre, mais Ambroise, il est plus autonome, donc il peut vraiment pondre un sketch, une fiction sur YouTube tout seul, quoi. Avec l'aide de gens. Mais oui. Bien sûr, avec l'aide de gens. Mais d'ailleurs, ça, vous l'utilisez vachement parce que dans le spectacle, encore une fois, sans trop spoiler, il y a beaucoup d'usage de la vidéo. D'ailleurs, vous passez presque autant de temps sur la scène qu'en dehors de la scène. Et du coup, est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit, justement, on a toutes ces compétences-là, toutes ces capacités-là, tous ces super pouvoirs, on va tous les utiliser? Ou est-ce que la vidéo, c'est venu après, vous aviez d'abord construit quelque chose sur scène? Ce mélange des médias dans un spectacle scénique, ça s'est fait comment? La vidéo, c'est venu après. Oui, parce qu'on a commencé dans une cave où il n'y avait pas la place de mettre C'était au Sentier Vial, c'est ça? Ouais. Non, encore avant. Au Sonar. Donc l'origine du spectacle, c'est pas, tiens, on va faire un truc méta avec du multimédia. L'origine du spectacle, c'est trop bien, on a 1 heure où on fait ce qu'on veut sur scène. Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte? Et on a testé plein de choses. Au début, ça, je sais pas, il y a peut-être 10-15% du spectacle qui était là à l'époque. Ouais, qui reste aujourd'hui, je pense. Il y avait déjà l'idée de faire des avatars, il y avait déjà l'idée de parler du duo, il y avait des tests de numéros un peu en solo, mais Ambroise faisait un rap, par exemple. Petit à petit. Incroyable. C'était incroyable. Ouais, ça me manque. On le retrouve celui-là sur YouTube ou pas? Moi j'ai des liens, mais ils sont privés. Sinon répertoriés. Et puis après, on s'est plus dit, super, on s'est dépucelé de la scène à 2, on a fait 1 heure. Bon, c'était un joyeux bordel. Mais si la blague continue longtemps, et elle a continué des mois, et puis maintenant ça fait 5 ans qu'on joue, on s'est dit, on veut un peu plus assumer, et donc on veut raconter une vraie histoire, faire un fil rouge, être un peu plus sélectif dans les blagues qu'on fait ou qu'on fait pas. Et ça a évolué tranquillement de la kermesse entre potes. Vraiment, tu invites tes potes qui viennent te voir faire le con pendant 1 heure où t'as un petit peu préparé des trucs. Maintenant, on est obligé d'assumer qu'on est 2 artistes qui proposons un regard sur l'humour, le stand-up et le duo, quoi. Ouais, et le média, la vidéo a accompagné, est venue naturellement parce qu'on savait en faire, et donc et ça rejoignait parfaitement les blagues qu'on voulait faire avec ce qu'il y a dans le spectacle. Je précise qu'on n'est pas à moitié sur scène et à moitié en vidéo par rapport à ce que mais il y a une partie de vidéo et une partie où on n'est pas sur scène, on est ailleurs dans la salle. C'est ça, voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Jamais vous voulez venir. C'est que vous sortez beaucoup du cadre, mais bien sûr, vous êtes toujours dans la salle. C'est ça. On a reçu Navo. Ouais. Quand est-ce que vous faites appel à Bruno pour venir vous aider et pourquoi? On a écrit avec Martin et Thomas, et à un moment, on a voulu aller à fond dans la direction méta du spectacle, et donc on a travaillé avec Navo à ce moment-là. Donc clairement, c'est pour pousser les curseurs, de dire, nous, on a amorcé une idée un peu, en gros, de personnages qui prennent conscience qu'ils sont des personnages, et on sait que Navo, c'est son délire. Donc comment est-ce qu'on s'amuse avec ça avec lui? Est-ce que c'est de la modestie de sa part quand il dit qu'il a pas fait grand chose et que vous êtes juste des génies, qui vous a juste un peu incité à faire des choses, ou est-ce qu'il a vraiment apporté, de quelle manière ça? Est-ce qu'il a vraiment bossé? Posons la question. Navo, quand il bosse, t'as pas l'impression qu'il bosse, en fait. Donc, il te fait croire qu'il bosse pas, mais en vérité, il bosse beaucoup. Mais dans un cadre où, en fait, tu te rends pas compte que tu bosses, quoi. Navo, sa méthode, elle est incroyable. Il te dit, moi, je vais pas prendre de notes.
Je vais pas bosser entre les séances, mais les 4 heures qu'on passe ensemble, vous avez toute mon attention et je suis là. Et effectivement, tu te retrouves à noter chaque mot qu'il prononce. Souvent, sa première idée, c'est une blague qui est meilleure que toutes celles que tu aurais pu trouver dans ce truc un peu punch. Ça fait mouche. En fait, on a exploré. Est-ce que c'est possible de raconter ce qu'on veut raconter? On s'est posé la question quasiment comme l'auraient fait des universitaires en abordant la métaphysique du rôle d'un personnage. Est-ce que c'est crédible qu'un personnage fasse ça? Quel est son rôle par rapport à son auteur, etc. Donc c'est des conversations à rallonge. Ouais, il a beaucoup influencé le spectacle, bien sûr. Et puis il a une dimension théorique. Tu parles de métaphysique du personnage. En fait, là où on s'est rejoint avec Navo, c'est c'est un auteur qui a une vision de l'écriture. C'est pas, il a un instinct, il a des idées et aussi des méthodes dans la forme. Effectivement, il va pas forcément prendre de notes, mais en vérité, il se souvient très bien du spectacle. Il se souvient des différentes versions du spectacle et il a pas besoin de prendre de notes. Je pense que s'il en avait besoin, il en prendrait. Et sa dimension théorique, elle est super sur notamment le paradoxe de l'écrivain qui est le moment où le personnage et l'auteur ont un dialogue où l'auteur est dépassé par son personnage. Et ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Et comme nous, on était en plein dedans. Ouais. Et tous ces sujets-là qui paraissent très sérieux quand on en parle, il sait très bien s'amuser avec. Ouais. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est trouver des blagues entre auteur et personnage. Et puis sur le scénique, il est pas que auteur, il a un vrai rapport de mise en scène, il a une énorme expérience de mise en scène, là où nous on en a beaucoup moins que lui. Donc quand il arrive aussi en mise en scène, tu comprends quoi que il a un regard très clair. Pour finir avec cette notion de méta, en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet quand même qui revenait beaucoup dans ce que vous faisiez. Toi, Xavier, tu faisais la télé Xavier sur Canal. Et c'était une télé qui était dans la télé. Toi, tu fais Marius, qui est un vlogueur. Enfin, c'est une satire de vlogueur sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a dans la mise en abîme qui vous plaît autant? Bah, sur Marius, moi, je suis extérieur. Je connaissais pas encore Ambroise. J'ai connu Marius avant de rencontrer Ambroise. Ah ouais? Je sais pas. Ah bah ouais, la piscine. Ah, tu l'avais vu avant? Okay, ouais, la piscine, j'avais vu avant. Et c'est ça qui m'avait fait bugger, en fait, aussi. Je vous invite à regarder donc les podcasts de Marius. Et il y en a un qui est particulièrement bizarre et qui est pas forcément le plus populaire. Il s'appelle La piscine. Et c'est génial, quoi. Enfin, je te laisserai en parler, mais sur la mise en abîme, moi, je dirais que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est la fiction qui a conscience qu'elle est de la fiction. Quand c'est bien fait, c'est toujours pertinent. C'est comme si la proposition de l'œuvre d'art était bouclée. À la fois, c'est une proposition et à la fois, elle dit j'ai conscience d'être une proposition. Mais en même temps, c'est un peu, parfois, me dit facile, ça manque un peu de générosité, puisque c'est pas premier degré. Oui. Comme sur La route de Madison, qui est un vrai mélo, qui n'est pas un mélo de mise en abîme. Et enfin voilà, je prends cet exemple pour un film très premier degré, quoi. Donc il y a aussi peut-être une petite sécurité de ce côté-là. Je sais pas si tu... C'est vrai, t'as raison. Une petite facilité d'auteur, en tout cas. Est-ce que toi, ça te ferait peur d'être hyper premier degré dans ce que tu veux dire? Non, pas du tout. Et est-ce que c'est une forme de pudeur, ta mise en abîme? En fait... C'est une bonne question. En fait, quand j'étais à l'école de cinéma, j'ai fait un court-métrage en première année qui était un drame et qui était assez réussi pour un première année. J'avais gagné le prix en première année, un court-métrage avec Arthur Fenwick, que j'embrasse. Et après, j'ai fait d'autres choses différentes. Et puis, un moment, en deuxième année, j'ai fait une vidéo parodique, justement, qui a marché sur Internet. Et puis, plusieurs trucs ont marché. En fait, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça mon truc, c'est de faire des vidéos parodiques. C'est pas de faire des drames. Enfin, c'est tout bête, mais aujourd'hui, ça me paraît évident. Mais voilà. Mais la comédie est toujours, à mon avis, quelque chose qui a conscience d'elle-même. Je sais pas comment dire, il y a toujours, si tu veux déclencher un rire, en tout cas moi celui que j'essaie de déclencher chez le spectateur, c'est toujours c'est drôle, il me prend pas pour un imbécile, il me fait rire avec un truc que j'avais aperçu ou que j'avais vu, voilà. Donc il y a toujours, encore une fois, ce truc de prise de recul. Et donc un drame premier degré, bah même quand le truc le plus dramatique que j'ai fait, c'est dans un Marius, c'est le call center, c'est une séquence à la Frères Dardenne. J'ai envie de dire que j'ai essayé de reproduire, voilà. Et franchement, moi je la trouve super réussie, mais elle est au cœur d'un dispositif de mise en abîme. Donc faire du premier degré, je sais pas, que du premier degré, je sais pas si j'en serais capable. Mais après il y a différentes mises en abîme. T'as la mise en abîme qui vient employer l'outil même du cinéma, c'est-à-dire que on voit l'auteur écrire ou bien on a des superpositions de réalité. Mais Marius, c'est pas méta tellement en fait. Enfin, la mise en abîme, elle est dans la forme que tu viens tacler, parodier, mais en fait, tu utilises la forme parce que tu viens la critiquer. La critiquer dans tous les sens du terme, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais donc c'est même pas une mise en abîme où on voit Marius écrire le Marius, quoi. Donc c'est encore autre chose. Comme c'est un effet miroir. Ouais, c'est venir surprendre le spectateur en lui prenant la main, en lui disant tiens, tu crois que tu vas regarder un podcast, et en fait, d'une certaine manière, tu viens apporter un regard sur ce qu'est aujourd'hui un vlog ou des vidéos, des sketchs, et tu y amènes, en particulier dans le call center, une thématique différente. Et c'est pas une mise en abîme au sens de
adaptation de Kaufman ou même du bouquin Saga de Benacquista où tu vois des auteurs écrire une série. T'as aussi un niveau de mise en abîme que tu trouves dans les séries où en fait à partir du moment où tu crées un univers suffisamment fort, dense et des personnages suffisamment avec un relief et qui s'autosuffisent avec une arène, une bulle comme la série par exemple Friends, tu crées une forme de mise en abîme et tu crées une véritable mythologie dramatique à partir de laquelle, et ça c'est des très très grandes séries, les intrigues se produisent d'elles-mêmes. Et en fait, à partir des 6 personnages de Friends, tu peux créer à partir de rien, ou dans Seinfeld. Et c'est l'écriture du vide. Ou dans The Office. Exactement. Dans The Office, c'est exactement la même chose. Et ça c'est extraordinairement puissant. Tu as créé une mythologie et tu peux revenir en saison 4 sur ce que tu as posé en saison 1 et créer des liens. Chronologiquement, t'as 10 ans dans Friends et ces 10 années, elles existent vraiment en temps réel. Et tes spectateurs, t'es en saison 8, t'as vécu 8 ans avec eux et on va revenir sur un flashback. Et en fait, je vais créer une intrigue à partir d'une histoire. C'est-à-dire que c'est une vraie mythologie qui se suffit à elle-même. Et c'est une forme de méta en soi, tu vois. Et t'as une générosité dramatique avec des vrais récits, tu vois, là-dedans. Xavier, en dehors de YouTube, ton visage, il a été fixé dans la tête de nos auditeurs dans le rôle de Samy, un jeune assistant parlementaire candide qui va à la Commission européenne dans la série Parlement, qui est conçue et coécrite par notre voisin du dessus, Noé Debré. Qu'on salue chaleureusement. Mais ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que tu as participé à la création et à la coécriture d'une série qui a eu un énorme succès, qui est Validé, menée par Franck Gastambide. Oui. Est-ce que tu peux, nous pitcher Validé pour ceux qui l'ont pas vu, et puis ensuite nous expliquer comment t'es arrivé dessus. En rappant, bien sûr. Yo. Ça, ta ressemblance avec Booba, pareil. Bah, évidemment. Voilà. On écrivait donc avec Ambroise chez Canal+. Moi, on s'est rencontrés donc au bureau des auteurs, mais j'écrivais une série pour la chaîne Comédie Plus, une sitcom. Et moi, j'écrivais des séries en fait à cette époque. Donc j'écrivais plusieurs séries, beaucoup qui ne se sont jamais faites parce que tu développes des choses et au final ça s'arrête avant même le tournage. L'histoire, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais moi je rencontre en tout cas l'équipe, donc Franck, avec les autres scénaristes, Giulio Caligari, Charles Antieghem, ensuite Nicolas Lacarrière qui nous a rejoint et Franck Gastambide qui est donc le créateur et réalisateur avec nous de la série. Et en fait, moi c'était une thématique que je connaissais bien parce que j'écoutais beaucoup de rap et que je développais déjà des univers, des récits qui se passaient dans des univers musicaux, notamment le rap. La référence c'était Entourage. Vulgairement, tu dirais quel est le moteur, c'est une sorte de rise and fall, je sais pas comment tu dirais en français, mais tu suis le parcours en fait from the bottom jusqu'au succès. L'une des métaphores de Validé justement, c'est comment est-ce que tu es rattrapé par le milieu duquel tu viens. Donc, vraiment, on a constitué un atelier d'écriture, on a travaillé très collectivement sur ça. Donc c'était avec Canal+ qui nous faisait des retours pendant quasiment 2 ans. Donc ça s'est fait de manière assez classique en fait, avec un vrai atelier d'écriture. Et ça marche comment un atelier d'écriture sur une série comme Validé justement, la mécanique Tous les ateliers d'écriture sont différents. Sur Validé, on se voyait tous les jours quasiment pendant une période. T'as des moments où ça stagne un peu parce que t'attends des retours de la chaîne, etc. Donc c'est une chronologie qui est un peu parfois discontinue, mais tu te vois tous les jours, tu discutes, tu es dans une pièce un peu comme celle-ci avec des tableaux pour visualiser les idées qui y viennent. Et le début est assez difficile parce que c'est nécessairement des allers-retours entre le concept, voilà l'idée, donc nous on sait que c'est dans le milieu du rap, on sait qu'on a un rappeur, on sait qu'on a un entourage, ce que tu racontes au fond, donc la métaphore dont on se parlait, et puis des idées de récit, des idées d'intrigue. Ok, bah ce serait bien que t'as des passages un peu, il y a un tournage de clip, l'enregistrement d'une musique, un passage à la radio qui se passe mal pour telle raison, tu parles à beaucoup de gens, tu fais des recherches, tu lis, tu réfléchis de ton côté, et au début voilà, beaucoup d'allers-retours entre tout ça. Et des retours aussi qui sont très frustrants où tu te dis, en fait, dans Validé par exemple, il y a une époque où Franck, qui joue le rôle d'un DJ Snow, à une époque, Franck, on se disait qu'il allait jouer son propre rôle de Franck Gastambide, tu vois, et pendant longtemps. Et on avait des intrigues, mais beaucoup d'intrigues, qui prenaient en compte ça. Et on avait une intrigue qui était, franchement, que j'aimais beaucoup, il y avait Ramzy, il y avait une fête chez Ramzy, et puis on se rendait compte, il volait un des tableaux de Ramzy parce que Ramzy était collectionneur d'art, et en fait on se rendait compte que c'était Gastambide qui avait volé le tableau parce qu'en fait ils étaient un peu, il lui devait de la thune. Bref, on a vraiment écrit, on est allé presque jusqu'au dialoguer de certaines choses, tu vois. Et en fait il y a un moment où tu te dis, mais en fait c'est pas l'ADN de la série. Entourage, tu croises des vraies stars, nous on veut des vraies stars, mais c'est des stars du rap. Attention, faut pas confondre le rap et le cinéma, c'est pas 10% qu'on fait. Et tu reviens en arrière et t'as bossé 2 mois sur ça et t'es super excité, en fait tu reviens, tu dis non, là c'est pas ce qu'on fait, c'est pas rigoureux, c'est pas ça la série. C'est une décision collégiale à ce moment-là, genre tout le monde se rend compte que c'est pas ça qu'il faut faire, ou c'est progressif. Je pense que je suis celui je pense que je me suis accroché plus longtemps que les autres. Ouais, au sourire. Ouais. Parce que j'adorais
J'avais trop envie que Franck joue Franck. Et avec le recul, tu penses que c'est une bonne idée d'avoir fait marche arrière ou pas? Oui, je crois. Ok. Honnêtement, je crois. D'autant que son personnage sur les 2 saisons, il est hyper important, quoi. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une forme de mise en abîme parce qu'il est quelque part un peu Frank Gastambide dans DJ Snow, quoi. D'ailleurs, j'ai une idée radicale à propos de la série qu'on est en train d'écrire en ce moment. Je l'ai eu ce Est-ce matin dans la qu'on douche. peut savoir c'est quoi la série que vous écrivez en ce moment ou c'est Bien trop- sûr. Bien sûr. On a le droit de citer des noms? Non, on peut rien citer. Aucune idée. C'est toi qui sais. Ouais. On écrit avec. Faut pas dire pour quelle chaîne, je crois. On écrit avec 2 autrices, Clémence Dargent et Joséphine Abif. Oui, ça on peut le dire. Pour commencer, et c'est développé par. On va leur dire par qui c'est développé. Bah la prod, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Bon, on le dit pas, désolé, mais on pense fort à eux, au cas où. C'est très mystérieux tout ça. C'est une série de 10 épisodes de 30 minutes. Je pense qu'il faut même pas vraiment le pitcher d'ailleurs. J'ai peur de... En fait, on s'est intéressé au parcours. C'est un peu particulier, mais c'est un truc qu'on aime beaucoup. On s'est intéressé au parcours c'est un chauffeur de taxi à Marseille qui doit retirer son permis. Mais il tombe sur un flic qui a pas le droit qui poursuit des Allemands en gang. et ils font équipe. Et c'est un peu une façon de montrer Marseille, mais vraiment au naturel, quoi. C'est un drame. Ouais. Et les deux vont faire équipe, puis il y a des aventures. Et on pensait à après nous on aimerait, on vise très haut pour l'actrice qui est pas le rôle principal, mais on aimerait bien un Cotillard. On aimerait bien, ouais. Elle serait parfaite. Ouais, et après on a des idées plutôt. Et lequel d'entre vous joue le chauffeur de taxi du coup? Fais gaffe, il va finir en prison. Ah ouais, c'est vrai. On peut même pas citer. Vu nos emplois, c'est plutôt Xavier le flic et moi le chauffeur de taxi. Ouais, clairement. Si on revient à valider, est-ce qu'on peut considérer que maintenant tout le monde l'a vu et on peut spoiler la fin de la première saison ou pas? On peut, mais j'ai des informations que je pourrais jamais donner sur comment on en est arrivé à cette fin. Ah non, moi je les connais, mais je m'en fous de les donner. Comment on décide de faire une fin aussi radicale? Alors, honnêtement, tout simple, hein, ça c'est pas secret. Franck, jour 1, nous dit je veux faire un truc comme ça, quoi. Et honnêtement, moi j'étais contre. Vraiment, genre, je l'avoue, je lui disais non, en fait, tu tues pas comme ça, c'est pas possible, etc. Et en fait, il avait cette intuition et il a eu vraiment raison, quoi, de suivre cette intuition-là. Moi, j'ai vraiment fait mon scénariste un peu relou et je disais, non, attends, t'es ouf. Et donc, il avait une intuition, une envie, un truc super, tu vois, de spectateur, quoi. C'est sa force, en fait. C'est ça. C'est d'ailleurs toute sa force. C'est une des fins de saison les plus jubilatoires que j'ai vues ces dernières années. Complètement. Parce que j'ai suivi, validé pas en binge, mais à chaque fois que ça sortait. Et là, je me suis dit, ils ont pas fait ça. Et vraiment, ça m'a accroché en disant, si la série s'arrête là, c'est incroyable. Et si la série reprend, c'est incroyable. Et du coup, j'attendais la saison 2 en disant, c'est quoi la suite? Et effectivement, il y a eu une intuition. Et tu vois, Vince Gilligan, il débarque dans l'atelier d'écriture, donc qui a fait Breaking Bad. Il dit, je veux qu'on arrive là à la fin, on se démerde. Et on s'est démerdé, hein. Après, le schéma narratif pour y arriver, il est plus difficile en saison 2, en l'occurrence. Moi, j'ai pas écrit sur la saison 2, donc j'ai pas eu affaire à la difficulté que ça a été pour eux de le faire. Mais tout est là, quelque part aussi. Et l'autre série que tu as coécrite, c'est Mesquina la pauvre, avec Mela Vedia. Oui, exactement. C'est l'histoire de Farah, 30 ans, qui est jouée par Mela, et qui est une jeune femme qui se cherche un peu, elle a pas de boulot, elle a pas de mec, elle sait pas où elle en est par rapport à sa religion. C'est très tendre, c'est drôle, c'est loufoque, et toi, tu as un personnage qui est presque de l'ordre du conte, parce que finalement, un personnage un peu candide, comme ça, qui va se retrouver adopté par la famille. Comment s'est fait la rencontre entre vous? Je crois que c'est Amazon qui vous a contacté pour écrire quelque chose? Non, en fait, Melcha, elle fait le film Forte, qui devait sortir au cinéma et qui sort finalement sur Amazon parce que confinement, salle fermée. Le film est un très gros succès et donc la plateforme aimerait faire une série avec Melcha. Donc ils réfléchissent à ça et c'est là que la productrice, donc Margot Marciano, qu'on salue très fortement avec Ambroise. Salut Margot. Salut Margot. Qui m'a contacté donc elle pour qu'on fasse une rencontre collective avec donc Melcha, Johan Gromb qui est un scénariste qui travaille avec Melcha à ce moment-là déjà sur l'idée de cette série et Margot et puis Nicolas Duval, le coproducteur. Et on s'est vu dans un café un matin et puis moi je suis tombé vraiment sous le charme immédiatement de Melcha, qui est quelqu'un de brillant et d'extrêmement drôle, talentueuse et qui est une autrice, quoi. C'est-à-dire qu'elle faisait du stand-up, mais elle a un regard d'autrice et on s'est entendu immédiatement avec Melcha. On partage beaucoup de points communs, même dans la vie, dans nos vies intimes. Donc on a matché tout de suite. On a travaillé avec Johan et Melcha à la création de cette série. Pareil, il y a eu beaucoup d'allers-retours. À un moment, on s'est dit, putain, Melcha, elle a une vie incroyable, c'est trop cool, elle croise des stars dans le cinéma, et si il y avait, je sais pas, Léla Becti, et puis machin qui passait, etc. Et puis, et puis en fait, tu creuses, tu fais, non, en fait, tu gommes. Il y a eu même 2-3 personnages en saison 1, dont un personnage qu'on a complètement enlevé alors qu'elle était
fondamentale et on a mis des mois et des mois avant de l'enlever. Elle racontait quelque chose de super fort et j'espère qu'on l'aura peut-être en saison 2. Saison 3, je pense. Enfin, voilà. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas là, mais bon. Et bref, on a travaillé ensemble, donc voilà, on a recruté 2 autres auteurs après avoir posé donc ce qu'on appelle les arches narratives et le concept de la série. Donc on avait tous les personnages, on a travaillé sur ça à 3 avec Yohan et Melcha pendant 3-4 mois. Donc tu t'enfermes 3 jours par semaine et tu réfléchis. Et une fois que tu as des arches, donc tu as vraiment l'histoire de ta saison, la trajectoire de tes personnages, ton concept, c'est-à-dire qu'est-ce que tu racontes fondamentalement. Donc là, la série, c'est une chronique. Il n'y a pas de high concept. Il n'y a pas quelque chose qui vient écraser les récits intimes. Au contraire, c'est les récits intimes. C'est ce qu'on appelle character driven. Donc les personnages ont des conflits. Les conflits sont la série. Donc le personnage de Melcha, de Farah, du coup, qu'on suit principalement avec une histoire de famille et plusieurs métaphores. Dans cette série, t'en as plusieurs. Et une fois qu'on a décidé de tout ça, on sait ce qu'on raconte. C'est là que tu sais quelles seraient les bonnes idées. Et t'as une intuition. Quand quelqu'un a une idée, tu sais, c'est un peu subjectif, mais en même temps, il y a quand même un phare qui te guide vers, on veut vraiment raconter ça, et on sait qu'on veut que ce soit quand même drôle, mais on veut pas que ce soit potage, tu vois, on veut pas que ce soit juste drôle, et on a vraiment des choses à dire dans cette série, quoi. Et on est vraiment obligé de raconter certaines choses d'une manière la plus rigoureuse, au sens de genre il faut passer vraiment du temps à réfléchir, à se poser des vraies questions et à ce que ce soit un peu pénible à l'écriture même. Faut que ce soit en tout cas difficile. Si ça l'est pas dans ce genre de projet, c'est qu'il y a un problème. Il faut te creuser la tête, il faut vraiment te poser des questions, et Melcha est la première d'ailleurs à apporter cette responsabilité-là, notamment dans la dimension spirituelle de la série. Tu peux pas raconter quelque chose à l'emporte-pièce, faut vraiment y réfléchir, quoi. Et donc voilà, ça on l'a écrit collectivement, on a réparti. Moi j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance pour diriger l'écriture de la série et ça s'est extrêmement bien passé. On a recruté aussi Paul Rothman et Mehdi Fikri pour écrire la série, la saison 1. C'était la première fois que tu étais directeur d'écriture Oui et non. J'ai l'impression que je l'ai toujours un peu été parce que c'est mon rêve, moi, depuis toujours, de faire ça. Pas en soi de diriger l'écriture, mais de diriger tout court. De diriger tout court. N'importe quoi. L'idée ça aurait pu être totalement autre chose. Les autres. Ouais, en fait, c'est surtout une histoire de domination. Je voulais le faire quoi qu'il arrive. T'es assoiffé de pouvoir, vraiment. Pas que de pouvoir. J'ai une haine en moi. Enfin, il y a plusieurs choses. Le pouvoir, c'est qu'un outil pour moi pour assouvir ma haine. Ok. Ouais. Oui, donc revenons à la... Allez, non, mais je suis super geek des showrunners américains et de l'ambiance collective. En fait, c'est ça que j'adore, c'est l'ambiance d'un atelier et faut que ce soit un endroit de plaisir, de kiff et de stimulation constante, quoi. De se dire, oh, tiens, vas-y, aujourd'hui, allez, vas-y, on va écrire là-bas. Avec Ambroise, c'est ce qu'on fait aussi. On se dit, vas-y, on se prend 1 heure, on va réfléchir à ça. Et de la somme des différents points de vue. Et c'est que t'as pas mal d'auteurs qui sont pas forcément d'accord, mais moi, je pense qu'il faut écrire avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi. Et surtout, pour ne jamais souffrir dans l'écriture, il faut très tôt prendre plaisir à entendre une contradiction et avoir envie de l'entendre. Et ça, si tu l'as pas, waouh, tu souffres constamment dans l'écriture collective. Dans la vie en général, si tu souffres face à la contradiction, c'est assez compliqué, quoi. Complètement, t'as raison. Ambroise, on voudrait maintenant parler de tes œuvres. Et il y en a une qui nous a mis une grosse claque qu'on a vue. Donc là, c'est La règle du jeu. La règle du jeu est un long métrage que j'ai tourné en avril 2012 et qui s'est achevé en 2017. Le temps de post-prod vous donne une idée des conditions dans lesquelles il était fait. C'est un film qu'on appelle Guérilla, totalement en autoproduction. Et l'histoire, c'est 10 collègues de bureau qui jouent à un jeu de la vérité à l'issue d'une période d'essai. Donc les 10 collègues ont tous fini une période d'essai, ils apprendront, on est vendredi soir, le lundi ils apprendront qui est gardé ou pas, et ils décident pour fêter leur fin de la période de s'écrire des questions anonymes sur des petits papiers, anonymes mais nominatives, c'est-à-dire que la question, si on y joue ensemble, il y aurait marqué Yannick, cette barbe, virgule, t'es sérieux, point d'interrogation, elle est posée dans le bol, et quelqu'un la tire et c'est Yannick qui doit répondre à la question, quoi. On avait dit pas les vêtements, pas le physique et pas les parents. Oui, non, mais c'est vraiment un exemple. C'est effectivement, voilà. Donc voilà, c'est un jeu un peu rigolo de mais vérité, en fait. Les questions sont plus psychologiques. Ouais, les questions sont psychologiques. Et un peu plus dures, quand même. Et donc, oui. le dispositif du film est important, à mon avis, pour comprendre le film. C'est-à-dire qu'on a filmé vraiment 10 comédiens jouer à ce jeu pendant 6 heures. Et j'ai monté, il en reste 1h23 de film. Donc c'est une impro préparée. Les dialogues sont pas préparés, mais les caractères, les émotions des personnages sont préparés. Je leur avais dit, toi, tu dois te débrouiller pour un moment, t'engueuler avec telle personne. Et en fait, c'était filmé en multicam comme une émission de télé, c'est-à-dire que il y avait vraiment des questions dans le chapeau. Ils avaient vraiment eux-mêmes écrit les questions. J'en avais rajouté quelques-unes pour pimenter le tout. Et je leur disais, voilà, juste vous jouez au jeu. Vous tirez, vous répondez à la question quand c'est à vous.
Donc au démarrage, ils ont une sorte de fiche de personnage avec le caractère Exactement. des uns des autres. On a travaillé en impro, c'est-à-dire qu'on s'est vu 3 fois avant, où je leur ai expliqué, moi, voilà, vous avez plusieurs façons de répondre à une question. Si c'est une attaque, vous avez plusieurs façons de les rédiger et d'y répondre. Mais bon, en gros, pour faire court, je leur ai dit, ce jeu, c'est très facile de le prendre à la légère. Donc quand vous êtes attaqué sur votre physique ou sur un truc gratuit, c'est marrant, tout le monde rigole, qui a posé ça et tout. En fait, je dis ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez, vos personnages soient vexés, évidemment en fonction des personnages, par les questions qu'on leur pose. Donc sinon, il y a pas de drame qui se crée. Bon, je pourrais parler des heures de pourquoi tout ça s'est agencé. J'ai choisi plutôt des collègues que des amis parce que je voulais qu'il y ait pas d'alcool. Je voulais pas que l'alcool soit une excuse. Je voulais qu'ils prétendent pouvoir affronter la vérité. Et en fait, ils sont pas capables. Il y en a plusieurs qui vont au bout du jeu, mais qui sont détruits par ce qu'ils ont posé comme question ou ce qu'ils ont entendu. Et en fait, les questions sont un prétexte pour commenter en fait. Donc le pire dans ce jeu, auquel j'ai beaucoup joué avec des amis, c'est pas la question, c'est la réaction des gens. C'est-à-dire que si je dis voilà Mike, d'où ça vient cette avarice, et que c'est pas tant la question, c'est si tout le monde se tourne vers toi en mode c'est vrai, ça d'où ça vient. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait comme c'est anonyme, si la question est posée, c'est que quelque part tout le monde le pense. Et donc le dispositif, on l'a tourné en une seule nuit. Et donc le film a ses limites quelque part techniques, c'est vraiment 1h23 de plans sur des gens qui répondent à des questions, mais il a un côté, je trouve qu'on a réussi à choper quelque chose qu'on voit pas dans beaucoup de films, de naturalisme. Ouais. Et on a des gens qui sont fatigués vraiment de plus en plus, qui rougissent, qui parfois ont un fou rire, qui parfois sont sincèrement vexés parce qu'ils lisent une question qui est ultra hardcore. Et je leur ai dit, c'est 10 acteurs et actrices du même cours de théâtre. Ah, ils se connaissent. Ah oui, je voulais à tout prix qu'ils se connaissent parce qu'ils ont gardé leur prénom et je leur ai dit, on va faire une transposition. Votre patron, c'est le nom de notre prof de théâtre. Quand vous évoquez un sujet, vous attaquez sur un truc qui s'est vraiment passé dans l'année en cours. Donc entre eux, il y avait déjà des complicités, des inimitiés et donc, tu as détruit un vrai groupe de théâtre alors? Et voilà. Et je leur ai dit. posé la question, est-ce qu'à la fin, ils s'en voulaient un peu d'avoir fait tout ça ou est-ce qu'ils étaient contents d'avoir réussi? Moi, je joue pas dedans. Moi, j'étais aux commandes en régie. Je faisais que parler aux cadreurs. Il y avait 3 cadreurs et cadreuses. Ah ouais, tu parlais pas aux un acteurs? Travail incroyable. Non, ils avaient pas d'oreillette. Parfois, je disais top. J'allais donner une instruction dans le jeu. Je leur disais attention, moins de rire. On reprend la question. Mais globalement, c'était juste ça. Mais t'intervenais régulièrement? Ouais, je suis intervenu 5-6 fois en 6 heures peut-être. Ah ouais, non. Parfois on tournait 1h15 d'affilée, peut-être 1 heure d'affilée, ouais. Et donc ça permet de te plonger vraiment dans l'impro, tu vois, un moment. Et je leur disais, il faut que vous vous prépariez à ce que ce soit une longue impro. Et autant là, si je te charrie en 2 secondes, je te fais à toi Xavier, t'es un mec comme ça et tout machin. Au bout de 10 secondes, je te dis non, mais je rigole. Bah là, c'est la même chose, sauf que ça dure 1h20 avant que tu puisses débriefer avec ton pote ou ton collègue en disant, t'as été vache tout à l'heure quand tu m'as attaqué. Et je leur dis, il faut que vous vous serviez de tout ce que vous ressentez vraiment entre vous. Et j'ai essayé de leur dire, voilà, on fait ça pour l'œuvre, pour le film. Donc, pas de pudeur, pas de, formalisez-vous vraiment. Ils sont extraordinaires, je veux dire, il y a un niveau naturel. Ils sont géniaux, en direction d'acteurs. Je suis d'accord avec toi, ils sont géniaux. Et bon, comme moi je les connaissais parce que c'était des copains et copines de mon cours de théâtre, je faisais mon casting pendant le cours, je disais je le mettrais bien lui, elle et tout, voilà. Et moi je leur ai demandé. Et bref, il y en a qui ont particulièrement, que je connaissais la personnalité, qui ont particulièrement respecté la consigne. J'ai dit bon bah toi il faut que tu attaques, faut que tu foutes la merde quoi. Toi, faut vraiment que tu poses des questions où les acteurs eux-mêmes se disent il y a cette question vraiment sérieux. Et donc ça, on a des choses comme ça. Mais tout le monde était préparé à vivre ces moments-là. Ouais. Donc à l'issue du film, moi je pense que c'est une expérience vraiment enrichissante et intéressante. Et je crois qu'il y a des règlements de compte entre certains qui ont eu lieu après coup, mais c'était rien qui est né pendant le film. C'est plus, en gros, si t'aimes pas quelqu'un dans ta classe et que tu te retrouves dans le film avec lui, et que dans le film, t'as un moment où tu t'engueules avec lui parce que c'est utile, tu te sers de ce que tu ressens, et ben, c'est pas moi qui ai causé ça, c'est, voilà. Et ouais, je suis très très fier de ce film, qui m'a appris beaucoup de choses aussi sur la fabrication d'un film, comment fonctionne la distribution, etc. Et vraiment, c'est la première fois que je me suis dit dans ma vie, au moins j'aurais fait ça. On recommande vraiment aux gens d'aller le voir parce que là le fait que tu dises que c'est de YouTube, l'impro, sur YouTube, sur la chaîne sympa cool. Et ça s'appelle La règle du jeu. Et le fait que tu dises que c'est de l'impro, parce que je trouvais que c'était tellement bien écrit. En le voyant, ça montre le talent des comédiens. C'est dans le mail que tu nous as envoyé, Annick, t'avais posé une question, c'est quoi le truc le plus difficile que t'as écrit? Et j'avais 2 réponses à ça, et une des réponses c'était la règle du jeu, mais c'était une écriture de montage en fait. Donc on a tourné 6 heures, mais il y avait des moments, voilà, peut-être 4 heures de partie vraiment.
que j'ai dû réduire à 1h23. Mm. Et donc, c'est, ok, qu'est-ce que j'enlève Parce que le montage est hyper fin. Des fois, il y a deux personnes qui parlent et la caméra est branchée sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça va être juste le petit mouvement, le petit regard, le petit changement d'attitude qui raconte tellement de choses. Bah, je suis super touché C'est que hyper vous me dense parliez et de ce c'est film très, parce très que fort. je sais ce que ces plans-là, j'ai passé vraiment des années, des week-ends, des soirées dessus, seul dans le bureau, à me dire, moi ça me touche ce regard, ça me touche cette réaction. Donc c'était ce plan d'écoute, donc ça me fait plaisir que tu dis ça. Et alors, dans la règle du jeu, il y a une sorte de malaise qui s'installe petit à petit et très longuement. Et c'est quand même un thème qui revient pas mal dans vos œuvres. Et du coup, on va passer à autre chose. Prendre le cas de Marius. Et il y a un épisode qui s'appelle « Je régale mes potes ». Dans cet épisode, il invite des copains à venir passer des vacances ensemble. Et ça démarre comme un vlog avec des petites choses. Alors, il est un peu lourd, mais pas tant que ça. On n'est pas dans le potache, on n'est pas dans burlesque, mais bon, et voilà, ils poussent les gens dans la piscine, ils s'ennuient ensemble, ils veulent pas jouer ensemble. Et ça dure des plombes. 25 minutes. Et ça installe un malaise qui est à la fois lié au fait qu'on sait pas ce qu'on regarde et où ça va, et au fait que ça dure vraiment longtemps. Et il y a quand même un risque, si on tombe là-dessus et qu'on s'arrête en cours en se disant, moi, ça m'a fait penser à un truc que Navo nous racontait dans le podcast, justement, où il disait un super bon mécanisme pour faire rire, c'est la tension-relâchement. Tu crées une tension et au moment où tu la relâches, les gens sont soulagés et ils rigolent. Et je trouve que vous, et notamment aussi Ambroise dans ce genre de vidéo, c'est que vous créez la tension et puis vous tirez. C'est comme un ballon qu'on gonflerait et qu'on se dit, oh là là, ça va bientôt péter. Et un quart d'heure après, ça a toujours pas pété, ça continue de gonfler. Et ça crée une espèce de surcouche de tension, de tension. Et du coup, notre question, c'est comment on dose ça? Comment vous savez que vous pouvez pousser jusque-là sans perdre le spectateur Parce que c'est aussi quelque chose que vous faites dans le spectacle. Franchement, je sais pas trop. Alors, pour le Marius que tu cites en vacances, alors je l'ai écrit et réalisé avec Thomas Soulignac, un copain qu'on a déjà cité du bureau des auteurs et du spectacle. C'est vrai que pour le coup, le truc de Marius, c'est se mettre à la place du spectateur et se dire comment je peux le perdre, comment je peux déclencher un bug chez lui et qui se disent mais attends, je regardais pas ça à la base, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'adore très prétentieusement, je dis que je trouve que c'est des trucs qui essaient de réveiller le spectateur, qui regarde ces formats qui sont plus des trucs que tu mates en mangeant un sandwich sans réfléchir à ta pause, voilà. Et j'aime bien l'idée que attends, tu sais, genre il se redresse quoi sur son canapé. Et donc le truc du malaise, j'aime bien l'image du ballon qui gonfle. C'est vrai que dans le spectacle on a ça aussi un peu. Je sais pas trop. Le critère ultime pour moi, c'est est-ce que moi j'aimerais regarder ça. Bah ouais, ça me ferait c'est plaisir. ça en fait. Mais est-ce que vous le testez ça par exemple dans le spectacle quand vous faites ce genre de choses? Ouais. Oui, on l'a testé. On a eu des versions du spectacle qui étaient trop malaisantes. Plus gênante peut-être. Ah oui, on a eu qui était du coup moins généreuse, plus radicale. Il y a un truc dans votre spectacle où moi j'ai trouvé que c'était un moment de funambulisme, c'est le passage sur le végétarisme et les homosexuels. Et ça sert à plusieurs choses. Non seulement ça crée quand même, on se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où est-ce qu'ils vont? Parce que si on vous connaît pas, on sait pas d'où vous parlez. Bien sûr. Ouais. Et puis surtout, ça sert de setup pour un gag qui arrivera plus tard et qui vient faire un callback qui nous a beaucoup fait rire et un peu soulagé en fait. Autour de la saucisse. Comment vous faites à ce moment-là pour dire est-ce qu'on est juste et est-ce qu'on n'est pas en train de... Parce que t'as fait ton intro en disant faut pas délivrer le message qu'on veut pas délivrer. Quand vous commencez à faire homosexualité, végétarisme, comment vous savez que vous êtes pas en train de passer de l'autre côté de la ligne, quoi? Franchement, je suis pas convaincu que le sketch soit pas un peu homophobe. Donc ça c'est fait. Non mais c'est vrai, en fait, OSS se moque du racisme, mais quelque part est super raciste. Donc dans le 3 seulement. J'ai pas vu le 3, je savais pas qu'il y avait un 3, un OSS 3. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a c'est compliqué comme question. T'en dirais quoi, toi? Déjà, il y a le cadre. Tu parlais du contexte de ton histoire. Ouais. Nous, le cadre, c'est un cadre humoristique. Tu le sais parce que dès le début, il y a un pacte narratif qu'on conclut avec le spectateur. On a un premier sketch qui pousse vraiment les curseurs de ça. Donc en fait, quand tu arrives à ce moment du spectacle, tu as un indice fort de l'endroit où tu es. Là où nous on a travaillé, c'est pas cet endroit-là, c'est celui d'après. C'est que ils vont me faire rire. Ok, je rigole, je sais que je dois rire. Et le challenge pour nous, il se situe après cet endroit-là, et il est de te faire rire pour les mauvaises raisons quelque part, et de te poser la question toi en tant que spectateur de j'ai trouvé ça drôle. Est-ce que j'aurais pas dû trouver ça drôle? Est-ce que c'est la même chose que la pastille? Je crois que c'est dans Bidule sur la pizzeria. Pour nos gens, c'est
un mec qui va dans une pizzeria avec sa compagne, le serveur arrive, il commande une burrata puis une pizza, et là le serveur se baisse, vérifie si la chaise est assez solide pour le gars, et lui secoue le gras. Les ventres, ouais. C'est Xavier qui fait le serveur et moi le serveur. Ouais. Et c'est malaisant au possible, bien parce sûr. qu'en plus c'est filmé de telle sorte d'avoir un bon gros plan, et ça se termine par toi qui dit est-ce que ce sketch est grossophobe ou pas? Réponse, il fait un tirage au sort, il dit réponse, le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est du même registre? Bah, je sais pas, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une passion pour le fait de perdre le spectateur, tout en donnant au spectateur l'impression que tout est maîtrisé. Bon, en l'occurrence, le sketch auquel tu fais référence, c'est vraiment reprendre les codes de ce que faisaient les Monty Python, où t'avais pas de chute et d'un coup tu partais ailleurs et tu disais c'est génial en fait, ils font ce qu'ils veulent, je suis dans leur tête, ils délirent quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a un moment où tu ressens, sans pouvoir l'expliquer inconsciemment, tu ressens que ok ça va, ça fonctionne, c'est pas scandaleux, c'est pas grossophobe ou j'en sais rien. Tu vois. Je pense Puis que les transitions, tu vois, la transition là, elle a une forme d'absurde et de poésie. Et c'est aussi l'écriture du montage qui vient. Je sais pas à quel point tu savais que t'allais monter ce plan-là après, mais. Oui, je l'avais. Tu le savais? Je l'avais prévu. D'accord. Et je pense que je me suis dit c'est possiblement grossophobe. Chez moi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a fait la réflexion, et donc j'ai dit vas-y, je vais ajouter ça à la fin. C'est marrant quoi. Mais d'ailleurs, dans le sketch dans le spectacle, on fait un truc sur les végétariens et les homosexuels. Juste après, il y a une vidéo qui se fout de notre propre gueule en parlant du sketch qu'on vient de voir sur scène, en nous prêtant des intentions ou pas sur ce sketch qui veut aussi désamorcer une façon et dire voilà, on sait, enfin, on a conscience de ce qu'on est en train de faire et en fait c'est pas le sujet, ça va nous servir à aller ailleurs en fait. Et dans le même genre, un peu pour nous secouer l'auditeur, il y a la vidéo dont tu parlais tout à l'heure avec Bertrand Huskla de Yes Vous Aime et Brut. On prend qu'un call center, c'est deux petits marrants, donc Bertrand et Marius, moi qui joue Marius, qui se filment en train de faire un prank téléphonique pour YouTube avec tous les codes que ça implique. Ils exagèrent vachement les rires, il y a un montage, mort de rire à chaque fois. Voilà, il y a un hyper montage et en fait ils se foutent de la gueule d'une fille qui appelle d'un call center pour leur vendre des pompes à chaleur. Donc c'est très très exagéré. C'est ambiance McFly et Carlito quoi, vraiment les deux foufous quoi. Et à un moment il y a un cut et on passe du point de vue de la jeune femme qui est au bout du fil et on voit d'un coup son monde. Donc la couleur est même plus la même. Avant on est dans une chambre hyper colorée, on est dans un call center grisâtre, impersonnel, et on comprend qu'elle a des objectifs. Son patron lui met la pression. Sa fille l'appelle en pleurs pour dire qu'un mec est venu enlever les meubles parce qu'elle a pas payé son loyer. Et nous on sait qu'au téléphone il y a deux mecs qui se foutent de sa gueule, qui lui font croire qu'ils vont acheter un truc alors qu'ils vont pas le faire. Et donc c'est un renversement de point de vue vraiment pour le coup hyper radical puisque c'est un cut et c'est filmé, ce dont je parlais, c'est filmé un peu à la, je dis Dardenne parce que c'est vraiment le cliché des gens qui filment des gens qui sont dans la merde quoi. C'est une version Ken Loach. Ouais, Ken Loach exactement. De ce que la condition d'une jeune femme dans un call center avec toute l'horreur que ça représente. Voilà, donc je me suis beaucoup documenté sur les call centers, j'ai lu beaucoup de témoignages. Tous les call centers sont pas comme ça, mais il y en a qui sont comme ça, où t'as ton patron qui regarde tes chiffres, qui dit pourquoi ça fait 3 minutes que t'as pas appelé quelqu'un, tu perds ton temps, et voilà. Et comme elle a son problème, elle a sa gosse, enfin vraiment c'est le personnage qui est acculé complètement. Et pendant, je sais pas, 5-6 minutes, on est qu'avec cette jeune femme, on n'est plus du tout avec Marius et Bertrand. Et donc moi ça me fait rire d'imaginer les gens se demander où je suis là. Et j'essaye de faire une histoire qui les prend tout de suite. C'est-à-dire qu'ils se posent pas la question tout de suite. Est-ce que ça te fait rire de les secouer parce que le choc crée ça? Ou est-ce que t'essayes quand même de passer un message? Ah bah, il y a un message fort dans ce film. Enfin, dans cette vidéo, il y a forcément un peu de morale, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup fait ça moi, ça m'en rendait ouf, les gens qui m'appelaient des call centers, et j'ai fait des trucs comme ça, de dire oui, patientez, j'arrive tout de suite, je leur mets des chansons, tu vois. Et, et non, mais ça me rendait dingue. Et en fait, tu dis, attends, c'est quoi le problème? C'est la personne au bout du fil ou c'est le patron de cette personne, tu vois? Ou c'est le patron de ce patron? Et donc, la personne au bout du fil n'a pas de raison de souffrir à cause de moi. Donc il y a un côté les actes ont des conséquences quoi. Et c'est la faute de qui, et c'est l'insouciance de qui, et c'est des thèmes qui donnent une couleur hyper politisée à ce sketch qui a été je sais plus si c'est celui-là ou l'autre qui était partagé par Raquel Garrido. Et mais non, il a été partagé par JQ, par Télérama et tout. Donc moi, pour revenir à ta question, mon but, je sais pas, là je pense que sur les Marius, vraiment c'est le format où j'ai un feeling, je me dis ça va fonctionner, cette collusion va fonctionner, il y a un truc qui va marcher, qui me parle. J'en ai fait un autre sur un groupe WhatsApp d'amis
d'amis au sein duquel un des amis meurt. Je voulais parler de WhatsApp, mais je me suis dit, mais c'est génial de parler de qu'est-ce qui se passe dans un groupe WhatsApp quand il y en a un des 4 qui est mort, quoi. Il y en a qui veut plus être dans ce groupe, il y en a qui veut rester, il y en a qui est complètement dans le déni de la mort du pote et tout. Et le jour où j'ai eu l'idée de ça va être la mort, pour moi, c'était, la vidéo était quasiment faite, même s'il y a plein de travail après, mais c'est vraiment l'idée d'une sensation, en fait, à la base. Marius. Puisqu'on parle de malaise, toi, Xavier, tu as écrit et réalisé un court-métrage l'année dernière qui s'appelle Un dernier été. Est-ce que tu peux nous en parler? Pour le coup, c'est un film que j'ai écrit et réalisé, écrit avec Jean-Christophe Brianchon, un ami d'enfance scénariste. C'est le parcours de 3 adolescents un été, et c'est une situation, ils sont sur un pédalo et ils tombent sur 2 filles. Et c'est leur rencontre et comment cette rencontre vient fissurer un groupe qui était déjà assez craquelé quand même à la base. Et comment est-ce que ils se sortent ou non de cette catharsis. Et en fait, il y a une métaphore qui guide le film. Je vais pas spoiler, mais la métaphore, on a essayé de la respecter quand même. On écrit la version longue. Et ce qui est difficile, c'est on a envie de parler du rapport qu'entretient l'individu au groupe et vice versa. Et le point de vue du film, en l'occurrence, est plutôt pessimiste et exprime comment le groupe empêche un individu d'exister. Ouais, il y a un malaise adolescent, quoi. Oui, ouais. Et pour les auditeurs qui aimeraient voir le film, on peut le voir sur MyCanal en cherchant Un dernier été. Et pour les amateurs de courts-métrages, il fait aussi un beau parcours en festival en ce moment. Bon, Xavier, dans le prochain épisode, on va interviewer un spécialiste de la structure scénaristique et on lui a demandé quelle était la meilleure manière de devenir un bon raconteur. Et lui, il nous a pas cité de livre, il nous a pas donné de conseils. Il nous a raconté que quand il était plus jeune, il allait dans un cinéma avec un carnet, il regardait les films qui lui paraissaient être des chefs-d'œuvre et il prenait des notes et notamment il faisait des séquenciers. J'allais dire la même chose. Je crois que c'est ta technique. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui voudraient la suivre? C'est exactement ce que je recommande. Voir un film, une série et le décortiquer de manière théorique. De pas juste regarder en tant que spectateur, mais de mettre la casquette de l'analyste et de le décortiquer. Ambroise, je sais qu'on se rejoint vachement sur ça. Et là, par exemple, on fait une série avec Ambroise et dans notre document partagé, on fait des séquenciers de films et de séries. Et c'est génial à faire parce que là vraiment c'est extrêmement concret. Comment vous les choisissez? Est-ce que c'est des choses qui vous plaisent ou qui sont vraiment en rapport avec ce que vous êtes en train d'écrire? C'est des films avec Frédéric Diefenthal. Principalement, ouais. Ouais. Et Antoine Duléry. Exclusivement. Ouais. Presque exclusivement. C'est vrai qu'on a rarement fait autre chose. On les choisit en se disant, attends, est-ce que ça pourrait marcher cette blague ou ce ton ou ce genre dans notre série? Donc par exemple pour la série, on a fait ça avec The Office, avec Brooklyn Nine-Nine, avec Rick et Morty, South Park. Rick et Morty. En film, c'est aussi les Matrix. C'est kiffant de décortiquer un film fini. C'est un truc d'artisan en fait, de te dire concrètement dans ce film, cette séquence dure 4 minutes et c'est là 30 secondes et j'avais pas dans mon souvenir, c'était pas comme ça. Donc moi quand j'écris, potentiellement ça pourrait marcher aussi comme ça. Bon, après c'est un piège parce qu'on sait bien qu'il faut passer par des phases d'écriture qui sont pas fidèles au résultat final du projet. Ouais. Donc faut pas viser tout de suite la perfection entre guillemets du montage, mais c'est hyper instructif, ça rassure beaucoup. Tu te rends compte que la plupart des films, des séries racontent n'importe quoi, c'est pas cohérent. Donc c'est vrai, il y a plein d'incohérences partout. Donc je dis pas qu'il faut faire des incohérences, mais ça te permet plus de les assumer si tu veux en faire. Ouais, c'est très très inspirant. Mais de même que si tu voyais je sais pas, un golfeur t'expliquer son geste, décortiquer, puis tu l'analyses au ralenti et tu dis ah ouais d'accord, c'est sublime, c'est comme ça qu'on fait. Et artisanat, c'est un super bon terme quoi. Enfin, décortique le plus possible ce que tu vois, comprends-le de manière empirique et ensuite même trouve-y ce que tu veux y trouver toi, parce que effectivement t'as des... Il faut choisir des offres qui te plaisent quand même. Exactement. Et où qui te plaisent pas d'ailleurs. Moi ça m'est arrivé de le faire avec des offres qui me plaisaient pas et de décortiquer, ça t'aide aussi à comprendre. Bah justement, à propos d'offres qui plaisent et qui plaisent pas, quelle est la dernière bonne histoire que vous avez vue qui vous a marqué? Hamlet. Je l'ai lu enfin. Extraordinaire. Je l'avais jamais fini. Génial. Donc je l'ai fini. C'est vrai que tu l'avais l'autre jour. Pour noter. Je croyais que c'était une vanne. Non, c'est vrai, pour noter toutes les. En fait, c'est une langue sublime. Bon, en plus c'est traduit en français, le traducteur était bon, voilà. Et je l'ai lu pour comprendre l'histoire déjà de A à Z. Donc l'histoire elle est fabuleuse et c'est riche et c'est plein de malice. Enfin, c'est vraiment un kiff à lire quoi. Ça m'a donné envie de lire Shakespeare un peu plus. Voilà, j'ai pas beaucoup de théâtre, je fais pas du tout. Alors que on sait que tout Shakespeare est génial, quoi. Et donc, voilà, je vais citer Hamlet. Hyper intéressant. T'aimes la malice, toi, hein? J'aime la malice. Ouais, j'aime bien. Non, mais vraiment, tu lis. Parfois, tu te dis, mais sûr. Ce truc, tu sais, t'as un peu cette image au XVIe siècle, c'était empoulé, etc. En fait, il y a vraiment des vannes parfois c'est ouf, dans le texte, dans le comportement des personnages. C'est pas juste le traducteur qui ajoute ça, c'est genre des raccourcis utilisés. Puis parfois, tu dis, waouh, mais là, c'est ouf, il passe 2 pages sur un truc très précis.
en tant qu'auteur, tu te dis ah ouais, il se le permet. Enfin, c'est de la dentelle quoi. C'est Ah ouais, fabuleux. Moi, j'ai eu un choc aussi quand j'ai commencé à faire du théâtre, vraiment avec des classiques, notamment Corneille, Racine. Mais j'avais des chocs. Parce que j'étais un très Le mauvais répertoire, étudiant ouais. au collège, et donc je suis pas du tout passé par ces étapes enfin, tu vois, je lisais pas, quoi. Prenez le profil d'une œuvre. Quoi? Ouais, c'est ça, exactement. T'as le Cid en 4e, mais moi, je le lisais pas du tout, en fait. Bon, le Cid, en l'occurrence, je l'ai pas. Ouais, mais c'est dur d'apprécier un truc pareil en 4e. C'est hyper dur. Faut faire attention à ce qu'on fait lire aux gens. Bien sûr. Ouais, complètement. Et à quel âge? Et à comment tu leur expliques que c'est important, quoi. Bon. Ah, c'est hyper intéressant. Moi, j'en ai plusieurs, mais à la limite, je vais faire le plus simple. C'est vraiment, récemment, j'ai vu Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux. C'est un film qui emploie beaucoup la narration avec de l'animation. Et j'adore, moi, quand on a un accès à l'intimité du personnage de manière indirecte ou parfois un peu directe. Dans la série Fleabag, par exemple, elle regarde la caméra, elle s'adresse au spectateur et c'est génial. T'as accès à son intimité. Il y a des choses aussi qu'elle assume pas devant nous. Enfin, c'est assez complexe. Et là, Céline Devaux, elle le fait à travers une voix intime, mais qui est un personnage qui est dessiné. C'est pas Révolutionnaire. Ouais, mais elle le fait avec des points de vue. Ouais, le film est chouette. Hein. Ah, le film est vraiment super parce que les points de vue qu'elle a d'auteur, encore une fois, sont très précis. Et donc ça, c'est vraiment une espèce d'injonction que j'aime bien. C'est unique et universel. C'est tellement unique et tellement précis que je me dis, ah ouais, ok, elle a vécu ça. Moi, j'ai mon équivalent. Sa métaphore, je la comprends. Moi, j'ai ça exactement et je vis la même chose qu'elle à un endroit un peu différent, quoi. Et ce film est vraiment magnifique. Et à l'inverse, la dernière fois que vous avez été accroché par une promesse, donc une histoire, et que vous avez été déçu. Moi, c'était Matrix 3. 4, pardon. Moi, c'était la promesse d'une convention citoyenne réussie. Joli. Joli. Superbe. Magnifique. Et il y a rien où tu t'es dit, ça c'est quand même un peu décevant depuis Matrix 4. Pas à ce point-là, parce que Matrix, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Et t'avais aimé le 2 et le 3 déjà? Je les avais pas aimés. Mais la promesse du 4 m'avait vachement accroché. Je me suis dit, tiens, là, ils sont encore extrêmement contemporains avec la dimension du jeu vidéo. Et il y a une mise en abîme qui est hyper intéressante. L'idée de base, elle est super. Ouais, l'idée de base, elle est super, tu vois. Très forte. Et bon, bah. Tu m'as cité un film récemment qui t'avait déçu, c'est Fableman. Ah bah ouais, Fableman de Spielberg. J'ai pas vu moi, mais tu m'avais dit, j'hallucine ou tu m'avais dit que t'avais. Non, t'as complètement raison. C'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que je suis déçu par ça? C'est parce que, en fait, aucune métaphore, aucune distance avec ce qu'il veut nous raconter. Il veut nous raconter une histoire d'amour avec le cinéma, le moment où un homme tombe dans une passion et comment cette passion construit sa vie. J'ai aucune distance. J'ai juste une histoire. Non seulement elle est premier degré, mais elle est linéaire en plus. Et je me suis dit, waouh, tu n'as rien poétisé. Quel dommage. Tu lui as écrit d'ailleurs, je crois, un texto. J'en ai écrit beaucoup. Je suis allé en bas de chez lui plusieurs fois. Ok. À Pantin, là? À Pantin, il est à S'il te Pantin. répond, il fait partie de la liste des invités qu'on aimerait avoir. Donc, n'hésite pas à non, nous mais mettre en par ailleurs, contact. ça m'intéresserait même pas de parler de Fableman, parce que je voudrais qu'il me parle des Dents de la Mer, tu vois. Bah, bien sûr. Donc, je lui en parle même pas. Quelle est la chose ou le passage de votre carrière qui a été le plus difficile à écrire? Moi, c'était pas forcément ma carrière, parce que j'étais pas payé pour faire ça, mais c'était d'écrire avec ma meuf qui était compliqué, et mon ex. Et à ce point-là? Ouais, et ça m'a un peu, ça m'a fait souffrir, et je me disais, mais pourquoi on n'y arrive pas? Alors bon, c'était peut-être lié à notre histoire aussi, mais c'était aussi parce que j'étais en train d'écrire un truc qui était pas mon idée, où j'étais dans la confusion totale voilà, et donc ça m'a beaucoup influencé, cette relation et cette écriture notamment ensemble, sur le fait que je voulais absolument jamais plus me lancer dans des projets dont je maîtrisais pas l'ADN. Donc c'était pas une question d'ego, c'était pas le fait que comme vous étiez très proches, la critique de l'autre venait percuter ça a pas aidé, je pense, hein. Ça a pas aidé du tout, mais c'était dur parce qu'on devait aboutir à des choses en plus drôles, donc tu dois te faire rire l'un l'autre, et c'était vraiment une souffrance telle que je me suis dit, je veux plus jamais vivre ça. Je veux tout organiser dans ma vie pour plus jamais vivre ce genre de choses, et je me sens beaucoup mieux armé à bosser à deux, donc avec Xavier par exemple ou avec plein d'autres gens. Maintenant, je cerne beaucoup plus tôt les pièges, en gros, les crevasses d'ego ou de confusion dans lesquelles tu peux tomber, et je veux plus jamais y aller, quoi. C'est dur d'écrire, en particulier, enfin, quand t'es intime avec quelqu'un. En plus de ça, il y a des choses qui se mélangent, j'imagine. Ouais. Puis bon, ça veut aussi dire un truc sur ta relation, effectivement, mais voilà, il y a même des projets que tu vas écrire avec quelqu'un qui n'est pas ton compagnon ou ta compagne, et c'est douloureux parce qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, vous êtes pas mis d'accord sur quelque chose. Oui, une confusion. Ah ouais, tu sais pas qui, voilà. Ça m'a donné envie d'avoir une hiérarchie tout le temps. Et une clarté. Dans qui décide. Ouais. Et toi, Xavier? Moi, c'était quand j'étais à la Fémis, on avait un exercice où on devait écrire un épisode d'une série qui s'appelait Fais pas ci, fais pas ça. Et vraiment, c'était une série que j'aimais beaucoup, et j'avais pas compris
que c'était pas une série que drôle et qu'il y avait des vrais enjeux très très concrets de famille. Et j'écrivais un épisode et ma tutrice qui était en fait la réalisatrice et auteure notamment de la série, elle ne cessait de me répéter là en fait il y a pas d'enjeu et ça progresse pas. Et c'est des choses d'une simplicité, enfin c'est extrêmement basique dans une histoire, l'enjeu, le conflit et la progression. C'est des choses très simples et j'arrivais pas à le comprendre. Et j'ai des souvenirs vraiment de moments où je n'y arrive pas et elle m'appelle, elle me fait des retours sur la dernière version et elle me dit écoute, il y a plein de blagues, il y a plein de situations qui sont drôles mais je sais pas quoi te dire, il y a pas d'enjeu et ça progresse pas, donc voilà. Je pense que c'est important du coup dans ces cas-là d'arriver à expliquer bien les choses. Et maintenant moi que j'ai connu ces semaines et ces mois où j'y arrivais pas, c'est pour ça que je déconseille aussi de lire ces livres d'écriture avant d'avoir écrit, parce que tu vas rien comprendre. Tant que t'as pas vraiment écrit et compris comment une scène marchait pas parce qu'elle avait pas d'enjeu, et comment une scène marche parce qu'il y a un enjeu. Et d'ailleurs, il faut déconstruire toutes ces règles. Enfin voilà, après tu fais ta popote. Hein. Mais moi, c'était très très compliqué de comprendre ces notions hyper simples de dramaturgie si on me les expliquait pas dans le concret. Et en même temps, c'était important que je n'y arrive pas aussi pour y arriver aujourd'hui. Et d'ailleurs, maintenant, j'arrive à l'expliquer avec des juniors avec qui je commence à travailler. J'arrive vraiment à expliquer pourquoi, et c'est important. Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu? Relis-toi. C'est le meilleur conseil que je peux donner aussi. Relisez-vous. À tous les points de vue. Le fond, la forme. Et de pas se satisfaire du premier jet. C'est insupportable de constater en se relisant comme le premier jet n'est pas parfait. Tu dois faire le deuil de ton génie, en fait. Et j'ai toujours du mal à le faire parfois, mais maintenant, de plus en plus, je sais que il faut laisser reposer et relire après. Parce que sinon, c'est du travail bâclé, quoi. Mais est-ce que c'est pas rassurant aussi quelque part où tu te dis, si tu te relis, que tu dis c'est pas bien, mais avec l'habitude, tu te dis, de toute façon, je sais qu'il faut toujours que je le retravaille et donc c'est normal. En fait, parfois, tu relis, tu dis c'est parfait. Enfin, en vrai, ça arrive de dire, j'ai chopé un truc, ça, faut pas que j'y touche. Mais au moins, je l'ai relu, j'en suis convaincu, quoi. Il faut se relire parce que parfois, déjà, on fait des fautes de français et c'est pas simple à lire. Et puis, moi, j'ai une écriture un peu trop débordante. Je mets trop de mots, des phrases trop longues et j'essaie toujours de simplifier les choses. Donc, je me relis. Quand j'écris, je me dis c'est tellement dense ce que je suis en train de raconter, tout est là, voilà. Et puis en fait, quand je relis, je dis je comprends rien à ce que j'ai écrit, quoi. Mais c'est flagrant, ça m'arrive souvent, quoi. Même un mail, en fait. Maintenant, je relis mes mails avant de les envoyer. Quand je demande quelque chose, j'ai des circonvolutions, je vais pas droit au but. Donc ouais, moi c'est relis-toi. J'en avais une autre, mais je vais rebondir sur ça. Je dirais réécris. Mais parce qu'en fait, l'écriture, c'est que de la réécriture en réalité. L'écriture, c'est rien du tout, en fait. C'est que c'est une réécriture constante, et à la fois dans l'écriture pure et puis aussi dans les différentes étapes. Quand t'es sur un plateau, tu réécris. N'oublie jamais que tu vas réécrire sur un plateau. En tant que scénariste, n'oublie jamais, ne t'attache pas à la moindre virgule. Considère que chaque étape va améliorer ton récit. Et il le faut. Il faut jamais filmer ce que t'as écrit. Il faut apporter autre chose au jeu. Évidemment, le montage, qui est vraiment une réécriture, mais immense. Et même à l'étalonnage, au mixage. Sur mon court-métrage, dans ma petite expérience, il y avait des voix off que j'avais réenregistrées pour clarifier des choses. Et vraiment, ça avait été un long débat avec toute l'équipe. Et on se disait, tiens, ouais. Et je réécrivais, je tentais des choses parce qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas. On est reparti en montage, puis finalement on s'est rendu compte que le problème il venait pas de cette information qu'on n'avait pas, mais il venait d'un autre endroit. Et en fait, en changeant ça a changé tout. Et à la dernière session de mixage, donc le mixage c'est vraiment le travail du son et même des niveaux sonores, et c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est assez peu lisible pour quelqu'un qui connaît pas ça, mais t'es dans une salle dans le noir et tu fais du mixage, quoi. Et on a fini vraiment très tard, vers 4-5 heures du matin, et au tout dernier moment, mon intuition me disait enlevons toutes les voix off de fin. Je veux qu'il y ait un silence de 30 secondes sur ce plan-là. Et c'est ce que je voulais au début. Et en fait, tout ce qu'on a essayé de faire ne va pas là où je veux que ça aille. Et ça raconte pas ce que je voudrais que ça raconte. Donc, le conseil, à la limite, ce que je donnerais, moi, c'est réécrire. Après, j'en ai beaucoup des conseils d'écriture. Mais si je devais à choisir, celui qui m'a aidé, moi, c'est différencie ton scénario de ta personne à des moments précis, notamment quand tu le fais lire et que tu as besoin d'avoir des retours, et ça va t'aider à pas souffrir. Bon, Xavier, j'ai pu voir sur internet ton amour pour un livre clé, le grand livre marabout de la cuisine des légumes. Ça te parle ou pas? Ouais, j'ai fait une vidéo à la con, c'est ça? Ça avait une vidéo où tu parlais d'un livre de Saint-Exupéry. Vol de nuit. Voilà, mais avant ça, tu disais mon livre préféré, c'est le livre marabout de la cuisine. Bien sûr. Mais s'il y avait un livre qu'il fallait absolument avoir lu pour bien raconter une histoire, ça serait quoi? Vol de nuit, je le reprends. Moi, c'est un livre que j'ai énormément lu. C'est un livre de Saint-Exupéry qui a une narration assez maigre et en même temps très puissante, parce que c'est un pilote d'avion qui décrit ce qu'il voit, quoi. Et il a réussi à écrire exactement ce qu'il ressentait. Et ça rejoint un autre conseil que je donnerais, c'est la forme de ton écriture. Donc littéralement, la densité de phrases doit accompagner l'émotion. Une didascalie, elle est pas un silence, par exemple. J'évite d'écrire silence, point. Parfois, je le fais par flemme.
Mais l'idéal, c'est de décrire le silence. Dans Vol de nuit, Saint-Exupéry, il décrit vraiment ce qu'il aurait pu ne jamais raconter, pensant que c'était pas utile au récit lui-même. Et c'est en ça que le récit est à la fois maigre et en même temps extraordinaire. Et est-ce que tu es adepte de bouquins sur l'écriture ou sur des bouquins techniques sur le scénario, l'écriture? Est-ce que tu lis ce genre de choses? Je les ai tous lus. Est-ce qu'il y en a un qui ressort du tas pour toi? J'ai envie de dire vraiment non. Et en fait, c'est pas vrai. Il y en a un quand même qui ressort un peu du tas, parce que c'est celui qui est le moins didactique, mais il s'appelle La structure émotionnelle. Je crois qu'il est pas disponible en français, de Peter Dune. C'est celui qui est le plus proche de ce que j'aime. Mais pareil, il y a que 5%, même pas, de ce livre que je trouve intéressant, quoi. Mais lisez tous les livres. En fait, ça sert à rien de se poser la question. Est-ce que je dois le lire? Lis-le. Ça va te prendre quelques heures. Non, allez, je vais quand même dire un truc. Les lis pas avant d'avoir écrit. Te lis pas ça avant, écris et ensuite lis-le, parce que ça sert à rien d'attendre d'avoir lu un bouquin pour écrire. Et toi, Ambroise? Moi, je vais citer une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge Vert Bleu, qui est créée par Guillaume Desjardins, qui est quelqu'un qui était à l'école de cinéma avec moi, et je recommande cette chaîne à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de conseils techniques, mais il y a notamment des vidéos sur l'écriture, et je connais personne qui est meilleur pédagogue et qui te fait comprendre des trucs vraiment de façon limpide que Guillaume sur ces sujets. Bon, tout le sujet de filmer, d'éclairer, etc., de prendre le son, de monter, mais il a des vidéos d'écriture qui sont géniales aussi. Donc, il y a beaucoup de chaînes YouTube géniales sur l'écriture, mais je recommanderais Rouge Vert Bleu. Alors en fait, dans ce cas-là, je rajouterais, du coup, pas des bouquins, mais il y a plein de vidéos, notamment de conférences de cinéastes ou de scénaristes à regarder. Moi, quelques-unes que j'ai bien aimées, il y a le discours du prix Nobel de littérature de Modiano, qui est très bien, et une interview de Modiano d'1 heure sur France Culture. Le titre, c'est On écrit parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est l'une des choses qui est pour moi une grande évidence d'écriture. T'écris parce qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Sinon, n'écris pas. Il y a une conférence de Paul Schrader au Forum des images qui est disponible sur YouTube aussi, qui est vraiment super. Il parle notamment longuement de la métaphore et il explique vraiment ce que c'est dans une écriture. Et aussi au Forum des images, une conférence de Paul Thomas Anderson qui est très intéressante. Mais globalement, si vous aimez un cinéaste, un scénariste, vous tapez le nom de ce cinéaste et vous cherchez des interviews ou des conférences qu'ils ont pu donner ou des masterclass, comme on dit. Ouais. On mettra les liens dans la description des vidéos que tu donnes. Bah justement, si on aime des cinéastes ou des auteurs, quel est l'auteur que vous admirez par-dessus tout? Attends, on va essayer de deviner. Je vais essayer de deviner pour Ambroise, tiens. Tu devineras pas. J'ai déjà réfléchi à ce que j'allais répondre. Bon, vas-y, dis-moi. C'est pas Romain Gary, du coup. J'ai fait exprès de ne pas répondre Romain Gary. Ouais. Est-ce que c'est Kundera? évident que c'est Romain Gary. Kundera? Kundera et Gary étaient mes deux premiers choix. J'aurais okay. pu citer également Vian ou Yourcenar, mais j'ai choisi de citer Emmanuel Carrère, dont vraiment j'ai pas du tout aimé le dernier livre, mais dont j'admire. Bon, après, c'est parce que c'était un contemporain avec ce que j'aime, ce que j'aime pas, mais dont j'admire vraiment sa capacité synthétique. C'est-à-dire que bon, il y a l'adversaire, son chef-d'œuvre, mais tous ses livres, je trouve, montrent sa très très grande clarté. Ça me fascine. Je parlais tout à l'heure de ma difficulté je me trouve pas clair quand je me le lis. J'ai l'impression de me baigner dans une eau pure quand je lis un livre de Carrère et je suis fasciné par ça. Donc je l'admire énormément pour ça. J'imagine que ça demande beaucoup de travail. Je sais qu'il écrit beaucoup, mais quelle capacité hallucinante à te raconter une histoire, à te rapporter des faits et en même temps à l'imbriquer avec sa vie à lui. Je suis très très admiratif de ce don, ouais, vraiment. Même si tout ce qu'il raconte est parfois mensonger, faux, je sais qu'il y a des polémiques autour de ce qu'il fait. Ça, je trouve que voilà. Et je recommande l'adversaire et même d'autres livres de Carrère à quiconque n'a pas encore lu. La moustache, ouais, la classe de neige. Avec la moustache, c'est limpide. Et le royaume. Enfin ouais, il y a plein de choses magnifiques. Mais l'adversaire particulièrement, je trouve, parce qu'il a une portée universelle. Donc je dirais Carrère. Ah, super intéressant. Maintenant, c'est à toi de deviner. Xavier? Mais j'oublie toujours son nom, c'est la meuf qui fait Tom Tom et Nana. Ouais. Je sais plus. Eh ben ouais, moi je trouve que Tom Tom et Nana, c'est d'une puissance ahurissante. Non, vas-y, essaie de deviner. Bon. Ton auteur, il y en a plein. L'auteur qui... Je partirais sur celui que tu vas trouver, tiens. Ambroise Carminati. Ouais, bah, principalement. Surtout dans les Johnny Hunter. Non, vas-y, c'est quoi? Non, je sais plus. Je partirais sur Annie Ernaux. C'est vraiment la puissance ce qu'elle écrit. Et quand je parlais de l'écriture du vide, du rien, c'est vraiment des toutes petites choses qu'elle poétise. Et j'aimerais citer Rilke, d'ailleurs. Je suis désolé, c'est vraiment ridicule, mais il a un tatouage de Rilke sur le bras, désolé. Ouais, il va nous le lire là en direct. C'est un Rainer Maria Rilke, qui est un poète. Il a écrit un livre qui s'appelle Lettre à un jeune poète. Et il dit: si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Et des auteurs comme Annie Ernaux ou Patrick Modiano sont des auteurs qui vont convoquer des richesses dans un quotidien extrêmement petit. Et la série The Office, qui est une série que j'adore, c'est exactement ça. Là, j'essaie de faire un truc un peu transversal. C'est comment est-ce que... Taxi à Modiano en passant par The Office. On essaye de faire tu vois. Et bah, dans The Office, c'est ça. C'est comment est-ce que tu convoques une grande poésie à partir de choses
presque laide, quoi. C'est-à-dire que c'est un bureau gris et voilà, c'est tout. Et comment est-ce qu'il y a de la beauté, de la poésie là-dedans, quoi. Et la dernière image de The Office, c'est une craquelure dans le parking avec une fleur qui sort. C'est d'une simplicité folle, mais d'une clarté très grande. Et pour finir, Ambroise, est-ce que tu peux nous faire un waouh, c'était mon épisode préféré de la machine à écrire? Waouh, c'était mon épisode de la machine à écrire préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à comment écrire une bonne histoire. Si toi aussi tu aimes les histoires ou tu aimes en écrire, abonne-toi au podcast. Merci, trop classe. Bravo, Ça, il est merci. parfait. Ouais, on va le mettre à la fin de chaque épisode. Ah ouais, je sais pas comment tu l'as enchaîné, nickel. Je m'attendais à une bafouille, moi. Je m'attendais à ce que, genre, il y a un moment où ça enfin, parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. vous, les gars, de nous offrir cette Espace de réflexion. C'est ainsi que se termine cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment avec nos invités, qu'on remercie chaleureusement pour leur temps et leur générosité. On vous invite par ailleurs à découvrir leur spectacle, Ambroise et Xavier, sur la scène de la Comédie de Paris, tous les mardis jusqu'au 25 avril et en tournée dans toute la France jusqu'en mai. Vous pouvez également les retrouver sur leurs réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Sympa Cool. On vous met tous les liens dans la description de l'épisode. Et si vous aimez la chanson à texte et le répertoire francophone, on vous invite également à découvrir le podcast d'Ambroise, Des trains à travers la plaine, réalisé avec Baptiste Pignon et Nicolas Roux. Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin qui nous hébergent pour enregistrer le podcast. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un gentil petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous. Pour finir, un grand merci une nouvelle fois pour votre fidélité, vos messages qui nous font très plaisir. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Waouh, c'était mon épisode de la machine à écrire préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à comment écrire une bonne histoire. Si toi aussi tu aimes les histoires ou tu aimes en écrire, abonne-toi au podcast.